Ce que nous disent les historiens, c'est que très rapidement, on va voir émerger un certain nombre de critiques, un certain nombre d'inquiétudes, de susceptibilité par rapport à la vaccination qui sont très intéressantes parce que les historiens montrent que les arguments mobilisés, finalement, ont traversé les siècles et restent très convergents, très stables, hein, on a pratiquement en face de nous des invariants cognitifs. Et vous voyez, on le retrouve dans ce document qui date du début du 19e siècle, où on voit ici ce qui pourrait être l'équivalent d'un centre de vaccination, une maison d'inoculation, où on voit les patients qui ressortent soit avec des symptômes sévères, malades, aveugles, certains dans le corbillard, donc morts, et le médecin compte ses sous. Donc la critique très contemporaine hein, de l'industrie pharmaceutique comme étant essentiellement motivée par l'argent et le profit, est un truc assez ancien en fait, qui a traversé les siècles. C'est pas typiquement français, on le retrouve aussi dans d'autres documents, au moment où la vaccination contre la variole se déploie en Grande-Bretagne, ici. Vous voyez, on retrouve le même type d'inquiétude avec évidemment des effets secondaires liés potentiellement à ce vaccin qui était évidemment beaucoup moins sûr à l'époque que les vaccins modernes. Mais ce qui fait que la vaccination n'est pas un problème majeur au XIXe siècle, c'est que la vaccination est une activité qui fait l'objet d'un choix libre et éclairé de la part des patients. Il n'y a pas une politique du vaccin. Ça, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que les États modernes, avec le développement de la santé publique, en fait, mettent en place des politiques éventuellement contraignantes dans beaucoup de pays, en particulier en France. Ici, vous avez une séance de vaccination à l'Institut Pasteur, vous voyez, en 1890, où on vaccine les enfants des classes populaires, notamment contre la variole, mais pas seulement, parce que c'est le moment où explose la vaccination, en tout cas les découvertes vaccinales se multiplient, et on va vacciner contre la rage, contre le tétanos bientôt, contre de très nombreuses maladies. C'est la même chose partout en Occident, hein. Ici, on a un document de 1898, on est dans l'Est de Londres, où on vaccine les classes laborieuses, hein, donc les milieux ouvriers font l'objet de campagnes de vaccination de masse obligatoires à l'époque. Et en fait, avec cette politisation de la question vaccinale, émergent les premières contestations, les premières mobilisations sociales et politiques. Et on voit, vous voyez, sur ce document, des critiques assez virulentes contre la vaccination qui dénoncent le fait qu'on dégénérise, hein, avec un jeu de mots avec Jenner, hein, qui était le médecin britannique qui a été à l'origine de la vaccination contre la variole. On dégénère les organismes à travers la vaccination. Cette constante historique tout à fait intéressante. Mais globalement, les choses vont quand même rapidement s'apaiser sur le plan historique, tout simplement parce que les populations, les gens, vont voir immédiatement les effets spectaculaires de la vaccination sur l'état de santé des populations, notamment ici la rougeole, ou plus impressionnant, la poliomyélite, parce que la poliomyélite est une maladie très invalidante, très visible dans l'espace social. Et vous voyez qu'au moment où on implémente partout en Occident les grandes campagnes de vaccination dans les années 50 contre la poliomyélite, eh bien, on a un effondrement en quelques années de l'incidence de ces maladies, une quasi-disparition en moins de 10 ans. Donc, les gens, en fait, vont adhérer massivement à la vaccination à cette époque-là, tout simplement parce qu'ils en ont vu les bénéfices de manière assez rapide et manifeste. Et évidemment, les générations qui ont connu ces maladies ont disparu aujourd'hui et sont dans un cas très différent. Et ce qu'on voit apparaître depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est une réémergence de la question vaccinale et cette question vaccinale qui était devenu un non-problème, de certaine manière, pendant plusieurs décennies, en tout cas à partir des années 50 jusqu'en 2010. On a plutôt une situation très apaisée, une confiance très forte des populations vis-à-vis de l'intérêt, de l'utilité, de la sécurité des vaccins. Tout ça explose à partir essentiellement des années 2010, mais on a eu quand même des signes avant-coureurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fiasco du vaccin contre la grippe H1N1. Euh, c'est le premier fiasco, mais en fait, la première crise de la vaccination, c'est déjà à l'époque un vaccin H1N1, c'est dans les années 70 aux États-Unis, où on va mettre en place des grandes campagnes de vaccination contre ces souches virales qui est très inquiétante, puisque c'est à peu près la même que celle qui avait circulé en 1917-1918, ce qu'on avait appelé la grippe espagnole, et qui avait fait des millions de morts à travers le monde. On revoit surgir un variant de cette souche, et ça inquiète beaucoup les autorités américaines, et on va commencer à vacciner massivement dans les stades, dans les écoles, comme on a pu le faire pendant la Covid ici en France. Et vous voyez, le président Gerald Ford se fait vacciner devant la télé et les photographes de la presse. J'aime beaucoup la symétrie entre ces deux photos. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne changent pas, hein. Les leaders doivent montrer l'exemple. On a eu la même chose avec à nouveau du H1N1 en 2009. Roselyne Bachelot montre l'exemple, se fait vacciner contre cette grippe pandémique. Cette campagne de vaccination va faire flop, hein, entre nous, c'est-à-dire que la maladie se révélant très peu pathogénique, pas plus pathogénique en tout cas que la grippe saisonnière,
On va avoir une démobilisation très rapide de la population, les taux de vaccination vont rester très très bas, mais surtout ça va créer d'énormes controverses publiques et une espèce de prise de conscience, en tout cas dans les institutions sanitaires, sur le fait que émettre des recommandations n'est pas suffisant en fait pour que les populations se fassent vacciner. Donc il y a une espèce de choc culturel qui a une forme de naïveté. Hein, donc, oui, nous n'avions pas anticipé que les gens décideraient de ne pas se faire vacciner. L'époque où les responsables de la santé publique pouvaient donner des recommandations à attendre que les populations s'y plient est sans doute révolue. En fait, cette période n'a jamais existé dans l'histoire. Hein, il y a vraiment des raisons historiques particulières pour lesquelles on a plutôt eu une adhésion massive à la vaccination pendant 50, 60 ans. Et cette vaccination rentre en crise, devient un problème de défiance à partir de cet échec de la campagne de 2009-2010. Et alors, vous voyez, les chiffres sont très, très spectaculaires, on commence à avoir des enquêtes qui sont faites au début des années 2000 par ce qui était à l'époque l'Institut national de la santé et de l'éducation à la santé, c'est devenu Santé publique France aujourd'hui. On voyait en fait que jusqu'en 2005, ce qu'on peut appeler les sceptiques aujourd'hui, les réticents à la vaccination, c'était moins de 10% de la population. Hein. Vous voyez, un peu plus de 9% en 2005, même chiffre en 2000. Et ce qu'on voit à partir de 2010, c'est un basculement avec les chiffres en rouge ici, où les gens expriment le fait qu'ils sont tout à fait défavorables ou plutôt défavorables à la vaccination. Eh bien, ça devient tout d'un coup 40% de la population. Donc la vaccination rentre en crise à partir de 2010. Et cette crise va très, très lentement se résorber. En fait, vous voyez, il va falloir attendre quasiment 10 ans pour qu'on retrouve des données comparables à celles qui étaient observées au début des années 2000. En 2022, dans le contexte de la Covid, on retrouve des attitudes à peu près majoritairement favorables dans la population sur la vaccination en général. Euh, donc les 10%, le passage à 40%, et on voit la tendance qui est en fait au déclin de la résistance vaccinale, à l'hésitation vaccinale. Donc il y a une espèce de remontada, si vous voulez, de la vaccination depuis quelques années. Pourquoi est-ce que l'hésitation vaccinale, c'est un problème? Alors, ce ne serait pas un problème en soi, c'est juste que ce qu'on observe, c'est qu'elle est concomitante avec d'autres phénomènes qui est en fait la baisse de la couverture vaccinale. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation très forte sur le plan écologique dans la population entre les niveaux d'hésitation vaccinale dans la population et les tendances qui sont observées. Vous voyez, entre 2008, 2009, début de la campagne contre la grippe H1N1, on avait à peu près les 2 tiers des personnes âgées qui étaient vaccinées contre la grippe. Eh bien, on passe sous le seuil de 50% en 2014-2005. Donc, on a une crise croissante de la vaccination avec une désaffection, une baisse de la couverture vaccinale. Alors, lorsque dans les enquêtes, on pose la question aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous faire vacciner? Eh bien, le premier motif, la première motivation qui arrive de loin en tête, c'est la trouille des effets indésirables. Il y a vraiment une structuration de la résistance vaccinale autour de la peur des effets indésirables qui est devenue, si vous voulez, la critique centrale et la préoccupation centrale, en tout cas des Français, mais d'autres populations aussi. On a d'autres critères qui sont importants, mais qui sont moins dans l'ordre des réponses qui sont données en priorité par les enquêtés, notamment le fait qu'on est à faible risque de contracter la maladie pour différentes raisons. Et vous voyez, troisième raison dans l'ordre, très intéressant, la peur de la piqûre. Donc il y a des motifs qui peuvent être absolument triviaux pour des professionnels de la santé, qui restent des motifs importants au plan individuel et collectif. Alors, comment est-ce qu'on peut appréhender les comportements humains face aux risques sanitaires de manière générale et comment on peut penser la vaccination à partir de là? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a presque tout compris tout de suite lorsqu'on a commencé à étudier la question dans les années 70, lorsqu'on a essayé de comprendre pourquoi il y avait eu un échec de la campagne vaccinale contre la grippe H1N1 en 1976 aux États-Unis. Et en fait, ils ont posé une série de questions qui sont tout à fait pertinentes et qui sont aujourd'hui encore très importantes. C'est notamment quels étaient les facteurs qui faisaient que les gens s'étaient fait vacciner ou non en 1976. Et les résultats qui ont été trouvés sont des résultats extrêmement solides, qui sont tout à fait intéressants. Et notamment, le facteur le plus prédictif à l'époque, je reviendrai, c'est le fait que les médecins avaient recommandé ou pas aux patients de se faire vacciner. Et donc, il y a un rôle probablement central, essentiel, qui est reconnu aujourd'hui par l'OMS, du comportement des professionnels de santé eux-mêmes dans la décision vaccinale. Vous voyez là, c'est le travail de cartographie qui a été fait par le groupe de l'OMS qui s'occupe de l'hésitation vaccinale. Et il y a un groupe spécialisé sur ces questions-là. Donc, les hésitation vaccinales, elles s'insèrent dans 3 grands types de facteurs, de dimensions qui sont extrêmement importantes. Donc, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'individu, notamment ses croyances, l'exposition à des médias, etc., ses attitudes. Mais il y a aussi des variables écologiques du type quelles sont les interactions qu'il peut avoir avec les professionnels de la santé et quelle est la fréquence et la nature des recommandations qui lui sont délivrées.
Et en parallèle, le rôle des institutions, des pouvoirs publics, des ministères, des ARS, etc., est bien reconnu aussi par l'OMS dans le niveau et la nature de l'hésitation vaccinale. Voilà. Donc, globalement, si j'essaye de vous résumer en quelques mots ce qu'on a pu découvrir à ce moment-là, si on passe les mécanismes d'influence, en fait, notamment des professionnels de la santé, les gens ne sont pas si irrationnels que ça, dans le sens où ce qu'on a observé de manière répétée dans le monde développé, c'est que les gens sont vaccinés à partir d'un arbitrage intuitif entre des risques et des bénéfices perçus. Évidemment, la notion de risque perçu est beaucoup plus large que celle que peuvent utiliser ou mobiliser les épidémiologistes. C'est des effets qui sont soit documentés par la science, soit complètement imaginaires. Mais c'est aussi le coût en termes de temps, d'argent, de complexité à se faire vacciner, etc. J'ai dit ça pendant très très longtemps au pouvoir public. Je leur ai dit la vaccination est une opération extrêmement complexe. Les patients doivent prendre rendez-vous avec leur médecin généraliste pour se faire prescrire le médecin, retourner vers le pharmacien pour récupérer leur vaccin, et ensuite reprendre un deuxième rendez-vous avec le médecin ou une infirmière, un infirmier, peu importe, pour se faire vacciner. Donc il y avait trois actions nécessaires pour se faire vacciner. Nos recommandations, à un moment donné, ont été écoutées, entendues. Maintenant, ce truc-là a un peu sauté, si vous voulez, puisqu'on peut se faire vacciner sans rendez-vous, sans ordonnance, et gratuitement dans la moitié des pharmacies françaises aujourd'hui. Donc, il y a eu quand même quelques progrès par rapport à l'époque, mais la complexité, le coût perçu de la démarche était quelque chose que les gens prennent en compte dans la décision vaccinale. Évidemment, la question du bénéfice qu'ils perçoivent par rapport à la vaccination, et là, c'est essentiellement en fait la symétrie de la manière dont les gens perçoivent les maladies. Et ça, c'est un point très important parce que beaucoup de maladies sont perçues comme bénignes alors qu'elles ne peuvent pas être considérées comme bénignes sur le plan de la santé publique. Je pense en particulier à la rougeole. Le taux de létalité de la rougeole, c'est 2 à 3 pour 1000 enfants. C'est-à-dire que sur 1000 enfants qui sont touchés par la rougeole, on aura 2 à 3 décès. C'est loin d'être négligeable. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, la rougeole est perçue comme une maladie bénigne par la majorité de nos concitoyens. Donc on voit comment il peut y avoir un écart aussi entre la manière dont les gens pensent ces maladies et donc l'utilité du vaccin lié à ces maladies par rapport aux données qui objectivent un petit peu les effets, le fardeau de la maladie sur les sociétés. Euh, les travaux comparatifs sont également extrêmement intéressants parce qu'ils montrent que la France occupe une position totalement atypique dans le monde occidental. C'est le pays avec la Belgique francophone, mais peut-être on les contamine aussi culturellement, dans lequel le discours sur la vaccination est le plus critique. On a beaucoup de travaux qui ont été réalisés à travers le monde sur la manière dont les médias, notamment, et les réseaux sociaux traitent la question vaccinale. Et plus c'est rouge, plus c'est négatif, vous voyez, et vous avez un pays qui ressort très nettement depuis les années 2010, c'est la France, au même titre que l'Ukraine, par exemple, à l'époque, et la Bulgarie ou la Serbie. Alors, on a été rejoint depuis par le Japon, la Corée du Sud, ce qui est tout à fait intéressant. Vous voyez, là, si on regarde non pas le discours majoritaire dans les médias numériques ou traditionnels, mais les attitudes par rapport à la vaccination sur la question de la sécurité des vaccins, eh bien, vous avez toujours la France, la Belgique et le Japon, la Corée du Sud qui se caractérisent en fait par une inquiétude beaucoup, beaucoup plus forte sur les questions de sécurité vaccinale, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays occidentaux. Je pense en particulier à un pays que je connais bien, parce que je vis au quotidien avec ce pays qui est le Canada, étant franco-canadien. Sur l'importance de la vaccination, vous voyez aussi des différences considérables entre la France et nos voisins, nos grands voisins, nos partenaires. Voilà. Alors, comment comprendre cette situation particulière de la France? Les sociologues, les anthropologues ont pas mal travaillé sur ces questions-là. Et la première condition qu'ils observent, c'est que lorsqu'il y a en général une transformation radicale du marché de l'information avec l'émergence de médias électroniques libres, eh bien, il y a les conditions pour que se développent les rumeurs, les critiques, etc. Mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, en fait, puisqu'évidemment, beaucoup de pays européens sont dans la même situation que nous, ont des marchés de l'information qui sont libres. En général, si on observe une deuxième condition, qui est une crise de confiance dans les institutions en particulier, et ça c'est typique de la France, les institutions sanitaires et médicales, eh bien là, on a les conditions qui font qu'on a des crises de confiance, comme on a pu les observer un peu partout dans le monde. Là, vous avez le cas de j'allais dire la fake news, c'est la publication frauduleuse de Wakefield, publiée en 98, qui prétendait qu'il existait un lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme. On a vu en Angleterre un effondrement, vous voyez, de plus de 15 points de la couverture vaccinale. Les Anglais vont mettre quasiment 15 ans à récupérer les niveaux de couverture vaccinale juste à cause d'un papier qui était un papier frauduleux sur le plan scientifique. Voilà. Donc, la combinaison de ces deux facteurs, à la fois un marché d'information libre
Chacun peut s'exprimer sur le sujet en toute liberté, sauf s'il est professionnel de santé. Hein. Entre nous, c'est écrit dans le Code de santé publique, mais les autres concitoyens, les autres citoyens français peuvent dire ce qu'ils veulent sur la vaccination. Eh bien, combiné à de la défiance, ça facilite la propagation rapide d'informations fausses et invérifiables sur la vaccination, et notamment du conspirationnisme. Ce qui est extrêmement inquiétant, et c'est assez peu connu, c'est que lorsqu'on regarde quelles sont les fausses nouvelles, donc les fake news, hein, les fausses nouvelles qui circulent le plus dans les réseaux sociaux, eh bien, la grande majorité de ces fausses nouvelles concernent des questions de santé. 60% des fake news, c'est des questions de santé. Et ça, c'est quelque chose qui est peu connu, mais qui est extrêmement important à prendre en considération, tout simplement parce que nous, les professionnels de santé, nous sommes aujourd'hui de santé publique, nous sommes en fait confrontés à des situations que nous ne connaissions pas avant, de désinformation massive sur ces sujets. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, pourquoi ça a basculé si vite, au-delà de l'échec de la campagne de vaccination? Eh bien, ce qu'on a vu se développer en fait dans ces espaces numériques, c'est énormément de ce que j'appelle d'entrepreneurs de la défiance. C'est-à-dire, ce sont des acteurs qui monétisent la défiance vaccinale, c'est-à-dire qui créent des sites, des startups, des journaux en ligne spécialisés dans la critique vaccinale, auxquels on doit s'abonner. Hein, c'est, vous voyez, seulement 24 euros par mois. Vous avez accès à des informations à 24 euros par mois. Voilà, je pense que c'est un peu cher, mais c'est comme ça. Vous avez des sites spécialisés. Vous voyez, de très belles factures. On a l'impression quasiment d'être sur le site du Monde. Ce sont des entreprises qui ont les moyens. Vous regardez également quels sont les best-sellers sur les vaccinations. C'est tout à fait passionnant. Vous avez sur l'ensemble de ces bouquins les plus vendus. J'ai regardé, j'ai tapé juste sur les chiffres des ventes. C'était en 2023. Vaccin sur Amazon en ligne, dont je tairai le nom, qui commence par A, qui finit par zone. Euh, Vous avez essentiellement des complots critiques, sceptiques ou conspirationnistes. Ici, en 2024, vous n'aviez plus aucun bouquin scientifique sur la question. Vous aviez uniquement comment dire, des brûlots à charge vis-à-vis de la vaccination. Vous voyez, vaccination, les effets indésirables, le coulisses d'un scandale, le génocide planétaire, les vaccins sont une illusion, etc. Les mensonges sur les vaccins. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi une politisation. Il n'y a pas que les Américains, hein, même si chez les Américains, c'est très visible. Donald Trump a vraiment fait son beurre du conspirationnisme en général, mais du conspirationnisme médical aussi. Et vous savez qu'aujourd'hui, enfin, peut-être pas d'ailleurs, que l'équivalent du ministre de la Santé, le secrétaire d'État à la Santé, qui est un Kennedy, est un conspirationniste vaccino-sceptique notoire, qui est aujourd'hui à la tête des services de santé américains. Vous voyez les déclarations tout à fait intéressantes, hein, les docteurs mentent. Les braves gens savent beaucoup mieux sur la vaccination que les experts, etc., etc. On est clairement sur sur ces questions-là dans la post-vérité. Voilà. Alors, il n'y a pas que les Américains, parce qu'on aime bien se moquer des Américains, mais nous, il y a aussi, et ça c'était observé en Amérique du Nord, une pipolisation de la question vaccinale qui s'est fait aussi en France, où on a vu des gens qui n'ont pas de compétences médicales particulières s'exprimer massivement sur la question vaccinale avec, comment dire, des propos pas vraiment très équilibrés, hein, si vous voulez ce que je veux dire. Notamment Isabelle Adjani déclarant que la vaccination est un crime contre l'humanité. Euh, voilà. Alors, après toutes ces mauvaises nouvelles, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation? Alors, d'abord, je suis quand même optimiste parce que je vois que depuis 10 ans, les choses s'améliorent globalement. Mais comment on a réussi à faire que les choses s'améliorent et comment on peut faire mieux encore qu'on ne le fait aujourd'hui? Donc, comment promouvoir la vaccination? Il faut s'appuyer sur les épaules des géants. Et les géants nous avaient dit en 76, ah, ce qui a l'air d'être le plus important dans cette histoire, c'est quand même au-delà des croyances des gens, hein, c'est quand même le comportement des médecins. Et ça, aujourd'hui, on a des méthodes, notamment à travers ce qu'on appelle des essais randomisés cliniques comportementaux, où on peut en fait former des professionnels de la santé à différentes méthodes. Il y a différentes méthodes qui ont été proposées en littérature ces dernières années. Il y en a une que j'enseigne à l'EHESP, à l'École de santé publique, qui s'appelle l'entretien motivationnel. Vous avez sans doute entendu parler, parce que ça se généralise depuis quelques années dans le monde médical. Il y a aussi des techniques d'intervention brèves, beaucoup plus prescriptives, qui sont beaucoup plus courtes, hein, qui consistent à recommander les yeux dans les yeux la vaccination aux patients sans hésitation. Et on voit que les preuves expérimentales sont très très fortes hein, lorsque on utilise l'une ou l'autre de ces méthodes. Ici, c'est en Caroline du Nord. Eh bien, on augmente de manière considérable, de manière très significative, le taux de couverture vaccinale. Ici, c'est pour le HPV, hein, le papillomavirus humain. À travers ces deux méthodes, hein, on a
pour les garçons comme pour les filles, une augmentation de la couverture vaccinale en utilisant ces méthodes, soit d'entretien motivationnel, donc basé sur des échanges avec les patients, soit une méthode plus prescriptive ou injonctive qui consiste à recommander sérieusement et fermement la vaccination aux patients. Alors, je me suis retrouvé dans une situation intéressante il y a quelques années, c'était avant la Covid, hein, puisqu'on était en 2019, où les urgentistes sont venus me voir en disant on a de plus en plus de patients qui arrivent avec la grippe, etc., alors que s'ils avaient été vaccinés, ça aurait été quand même plus simple. Et donc, on a une embolisation, si vous voulez, des urgences par les patients grippés, surtout l'hiver. Est-ce qu'on ne peut pas, nous, à notre niveau, faire quelque chose? Alors, je leur ai dit, oui, vous avez une méthode qui fonctionne bien, c'est l'entretien motivationnel. Ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous prenez un peu de temps et comme ça, si vous prenez du temps, on ne peut pas faire ça. Les urgentistes sont dans l'urgence, par définition, donc la méthode de l'entretien motivationnel ne fonctionnait pas pour eux. Donc, je leur dis, écoutez, j'ai un truc que je connais qui arrive des États-Unis, peut-être qu'on peut essayer cette méthode présomptive, donc qui consiste à recommander la vaccination après avoir vérifié le statut vaccinal. Donc, c'est une intervention qui dure à peu près 1 minute, donc c'est extrêmement court. Et c'est ce qu'on a testé dans les urgences françaises, hein, en tout cas 18 centres hospitaliers en France, sur 1500 individus. Donc, ce n'est pas un échantillon énorme, mais suffisamment de puissance statistique pour montrer. Donc, l'intervention est simple. L'urgentiste recommande aux patients la vaccination contre la grippe et le pneumocoque. Il remet également une lettre à l'intention du médecin généraliste et on fait 3 rappels de SMS. Avez-vous pensé à parler de la vaccination avec votre médecin généraliste? Il n'a pas le temps de vacciner, évidemment, donc il ne vaccine pas, mais on regarde, on recontacte les patients qui sont passés par les urgences 6 mois après et on regarde qui s'est fait vacciner ou pas à partir de là. Eh bien, vous voyez, cette intervention bête et méchante, toute simple, eh bien, elle a quand même euh, accru considérablement, en tout cas très significativement, la couverture vaccinale. Vous voyez, notre groupe d'intervention, il est en rouge ici. On était presque à 100% chez les gens qui sont souvent vaccinés, 60% dans le groupe contrôle. Chez les gens qui avaient été au moins une fois vaccinés, on voit également un effet, même s'il est la ligne de la sécurité. Par contre, on ne sait pas agir par ces interventions brèves sur des gens qui sont jamais vaccinés, qui sont les gens les plus hostiles à la vaccination. Voilà. Donc, j'en ai quasiment fini là, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qu'on a trouvé aujourd'hui assez étayé par ce qu'on appelle les revues de littérature et les synthèses, notamment les synthèses Cochrane, hein, qui montrent exactement la même chose, qui montrent que d'une manière générale, lorsqu'on évalue au niveau mondial, international, les interventions qui fonctionnent bien, qui produisent des effets sur la vaccination grippale, sur les sujets âgés, eh bien, ce qui fonctionne clairement, ce sont les interventions dans lesquelles il y a du facteur humain, dans lesquelles les professionnels de la santé vont être mobilisés, formés et délivrer des recommandations euh, aux patients. Ce sera tout pour moi, mais je suis évidemment ouvert à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai une question sur la perception de la pathologie. J'ai vu que la Suisse ou les Pays-Bas, je sais pas, des pays un peu plus avancés que nous, utilisent pas mal les pathologies cardiovasculaires pour motiver à la vaccination de la grippe. Est-ce que vous avez étudié ça en se disant bah, peut-être que le discours la grippe tue, bah, c'est peut-être trop entendu et en fait en changeant finalement de pathogène, la grippe tue, mais pas, mais un peu indirectement via les maladies autres. Est-ce que c'est un bon message? Est-ce qu'on ne devrait pas s'orienter là-dessus? Oui, alors, il y a des âges de la vie et des situations médicales personnelles qui font que les patients sont plus ou moins réceptifs à des messages de cette nature. On sait par exemple depuis longtemps qu'il y a des programmes qui ont été assez pionniers au Québec et qui ont été élargis à l'ensemble du Canada dans les maternités qui montrent que c'est un moment de la vie des femmes dans lequel elles sont beaucoup plus réactives et attentives à des enjeux de type santé, notamment parce que l'enfant arrive et que ça change beaucoup de choses, hein. J'ai été parent, donc je peux en parler aussi en tant que père. Ça change beaucoup de choses dans la vie des gens. Et probablement que le fait de développer une maladie chronique, d'être vulnérable de manière générale ou plus vulnérable, c'est aussi un moment où on est plus attentif et plus réceptif à certaines informations et certaines recommandations. Donc, je pense que ça a du sens ce que vous proposez. Après, je n'ai pas connaissance de travaux spécifiques sur les pathologies cardiaques et comment ça peut favoriser ou pas la vaccination. Ce que je sais par contre, c'est que lorsqu'on contrôle dans les enquêtes la situation sanitaire des patients, est-ce que la personne est atteinte de comorbidité, etc., eh bien, on a effectivement une plus grande attention à la question vaccinale.
On a eu une diapo qui nous montrait pourquoi les gens n'étaient pas toujours motivés ou quels étaient les freins à la vaccination. Et on n'a pas de diapo qui nous montre pourquoi les gens se font vacciner au contraire, qui pourraient être pour nous des leviers pour essayer d'aller chercher les motivations qui sont les plus fréquentes. Oui, tout simplement parce que ce type d'approche consiste à identifier les motivations que les gens expriment par rapport à un choix qu'ils ont fait, donc comment ils rationnisent en fait par rapport à ce choix. On pourrait quasiment mettre en symétrie les critères pour lesquels les gens ne se font pas vacciner, les critères pour lesquels les gens se font vacciner. C'est à peu près les mêmes. Si vous n'avez pas peur si vous pensez que c'est sûr, la vaccination, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, vous en tirez des bénéfices, eh bien évidemment, c'est un levier. Mais les croyances, de manière générale, sont des choses qui sont très difficiles à modifier chez les gens. C'est des choses qui sont très stables, un peu compliquées à modifier. Par contre, on peut agir sur la motivation, on peut agir sur les opportunités, on peut agir sur les capacités aussi à faire, notamment en éduquant quand c'est nécessaire, ou en faisant ce qu'on appelle du debunking. Seule une histoire peut chasser une autre histoire. Et donc, on peut, de manière générale, si on voit que les informations sur la vaccination sont tronquées ou insuffisantes, aussi améliorer diffuser de la connaissance sur le sujet. Bonjour, moi j'avais une question sur le circuit parce que vous avez mentionné que le circuit s'était amélioré et maintenant que les patients pouvaient se faire vacciner plus facilement en ville. Nous, on voulait profiter du passage des patients à l'hôpital pour les faire vacciner parce qu'il y a aussi la relation avec le médecin. Quelquefois, c'est un médecin qui sait faire passer le message, c'est plus simple, mais on se heurte quand même au coût finalement que ça représente pour un établissement. Il y a plusieurs hôpitaux qui se sont lancés dans l'expérimentation. Est-ce que voilà, ça pourrait être aussi un moyen de faciliter le recours à la vaccination, de profiter de la présence des patients à l'hôpital pour les vacciner finalement? Oui, oui, c'est ce qu'on appelle dans les stratégies de changement de comportement la multiplication des opportunités, c'est-à-dire il y a un programme en Grande-Bretagne qui est en train de faire école partout dans le monde, qui s'appelle faire de chaque contact une opportunité. Donc chaque contact avec les services de santé devrait être une opportunité pour faire de la prévention. Et ça, c'est un paradigme qui est en train de s'imposer en Grande-Bretagne pour favoriser vraiment la prévention. Et on peut penser ce qu'on veut des Anglais, de l'état de leur système de santé. Sur les indicateurs de qualité de la prévention, ils sont bien, bien meilleurs que les indicateurs français, notamment en termes de mortalité prématurée. Même la consommation d'alcool, on pense qu'ils boivent comme des trous plus que nous, c'est pas vrai. Tous les chiffres montrent l'inverse. Les Français boivent en moyenne plus et fument plus que les Anglais. Donc il y a quand même globalement un système de prévention qui marche mieux. Et le fait d'embarquer les institutions, les hôpitaux, etc., dans ces logiques de prévention, eh bien, on voit ça des effets sur la population. Et j'espère qu'on arrivera à mettre en place des choses de cette nature chez nous, même si c'est pas compliqué. Bon, moi, je suis un peu pervers parce que je teste le système de santé à chaque fois que j'ai des contacts avec le système de santé. Je mens effrontément sur mon statut vaccinal. Je dis que je ne suis pas vacciné pour voir en fait, ce qu'ils vont me dire. Voilà. Et j'ai vu la médecin du travail, je suis désolé si elle est dans cette salle, mais j'ai vu la médecin du travail il y a à peine un mois. Elle me dit, où vous en êtes tout dans votre vaccination, monsieur Rose? Je dis, oh, j'en sais rien, je crois que je ne suis pas vacciné depuis 40 ans. Je dis, oh là là, mais vous êtes à l'école de santé publique, vous voudriez être vacciné. Il est très important que vous fassiez vacciner. Et la conversation s'arrête là. Donc après, je dis, bon, écoutez, je vous ai testé en fait, mais si vous aviez été efficace, vous m'auriez dit comment j'aurais pu me faire vacciner, parce qu'en fait, c'est simple aujourd'hui. Donc il y a parfois des informations, non seulement sur le fait que la vaccination, c'est important, mais comment est-ce que je peux me faire vacciner quand je ne suis pas vacciné, qui est un truc qui me manque un peu en fait actuellement dans la manière dont les professionnels appréhendent ce truc-là dans mes expériences sauvages et non éthiques. Si plus personne n'a de questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole du coup pour la présentation suivante. Bonjour, donc je suis l'intrus de la journée. On m'a demandé de vous parler et merci pour l'invitation. Le concept One Health va pouvoir s'illustrer, entre autres, maintenant. On m'a demandé de vous présenter ce que faisaient les vétérinaires. Alors, je me suis limité aux vétérinaires français pour prévenir l'antibiorésistance. Bon, je suis un peu sévère avec la citation de Voltaire, mais finalement, je crois qu'on a tous besoin d'un peu d'humilité et de se souvenir que des fois, c'est vrai. Il n'est pas de conflit d'intérêt. Alors, qui sont les vétérinaires? Les vétérinaires, c'est une petite profession. On est à peu près 20 000. Profession qui est fortement féminisée
puisqu'on est à 60% de femmes vétérinaires et actuellement 80% des étudiants sont des étudiantes. La répartition des vétérinaires sur le territoire national est à peu près équivalente à la répartition de la population, avec les grands bassins de vie. Nous avons des vétérinaires qui travaillent dans à peu près 6000 structures vétérinaires qu'on appelle les établissements de soins. Et vous voyez que ces établissements de soins, ce sont ou des cabinets ou des cliniques vétérinaires, ce que vous connaissez le plus souvent, où il y a plusieurs vétérinaires. Et il commence à y avoir ce qu'on appelle des centres hospitaliers vétérinaires, donc des structures à plusieurs dizaines de vétérinaires avec des spécialistes qui peuvent se trouver ou dans les cliniques ou dans les centres hospitaliers. Et les espèces qui sont soignées, c'est ce que vous voyez en bas à gauche. Les animaux de compagnie sont vraiment les animaux les plus actuellement soignés par les vétérinaires. C'est là où il y a la plus grosse activité. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les animaux de rente, donc AR. Là, ce qu'on appelle l'activité mixte, c'est lorsqu'un vétérinaire fait animaux de compagnie dominants avec des animaux de rente. Et puis on a aussi les équidés, les nouveaux animaux de compagnie, qu'on appelle les NAC. C'est plus anecdotique, mais ça fait partie aussi de l'activité. Et puis les structurations vétérinaires sont de plus en plus des structures de 2, 3, 4, et jusqu'à au-delà de 10, 20, 30, et il y a quelques structures, une centaine de vétérinaires en France. Nous soignons toutes ces espèces, et donc vous comprenez tout de suite qu'il y a des particularités qui vont être extrêmement variables d'une espèce à l'autre. Et en particulier, on a un point important, nous avons des espèces productrices de denrées d'origine animale, soit la viande, soit le lait, soit les œufs, soit éventuellement le miel. Et toutes ces problématiques-là sont des problématiques qu'on doit prendre en compte dans nos prescriptions, puisqu'il faut bien évidemment que derrière, les denrées soient saines et exemptes de résidus pour la santé humaine. Nous avons également des animaux de sport et de loisirs, donc essentiellement les équidés, les chevaux. Certains peuvent être producteurs de denrées, puisque les chevaux peuvent être consommés en Europe. Et on a une problématique liée au dopage avec ces animaux. Et puis les animaux de compagnie, vous connaissez tous, carnivores, nouveaux animaux de compagnie. Alors comment nous travaillons? À peu près comme vous, commémoratif, anamnèse, examen clinique, rien de différent avec vous, des examens complémentaires, de la biologie, que ce soit de l'hémato, de la bioche, des tests au chevet, ça on en fait beaucoup. Ce qui est peut-être une particularité, ça fait très longtemps que la profession utilise ces tests rapides et tests au chevet pour discriminer en particulier les affections virales. La bactério, bien sûr, les tests PCR, alors pareil, ça fait partie des choses qui sont dans notre quotidien, beaucoup de structures équipées avec des analyseurs PCR, de l'imagerie et tout le cortège d'imagerie jusque l'IRM, pour les animaux de compagnie, bien sûr, pas pour les animaux de rente. Nous avons des laboratoires de biologie vétérinaire, des laboratoires départementaux qui sont habitués à faire des grandes séries d'analyses. Donc ça, c'est essentiellement pour les animaux de rente et le suivi des grandes maladies réglementées. Et puis des laboratoires privés. Nous avons comme vous des relations vétérinaires généralistes, vétérinaires spécialistes. La prescription des médicaments vétérinaires est une obligation. Il n'y a pas de médicaments en vente libre en tout cas, pas d'antimicrobiens. Et les médicaments vétérinaires sont bien sûr des médicaments qui relèvent d'une procédure d'AMM qui est tout à fait équivalente à la vôtre aux médicaments humains, avec juste une particularité pour les animaux producteurs de denrées. Il faut s'assurer de la sécurité et de l'inocuité des denrées produites. Alors on a quelques particularités quand même. C'est qu'on doit non seulement bien sûr s'intéresser à l'animal que l'on soigne, donc on travaille dans l'intérêt de l'animal, mais également de son détenteur, de son propriétaire. Et donc il y a des facteurs qu'il va falloir prendre en compte, en particulier des facteurs économiques selon le type d'espèce. Et puis aussi de la santé publique. Et la santé publique, c'est une notion qui est importante pour les vétérinaires, parce que les vétérinaires en France ont eu ce qu'on appelle une habilitation sanitaire, alors c'est surtout les vétérinaires qui sont en production animale, et on travaille pour le compte de l'État pour le suivi, la régulation des grandes maladies réglementées. Et parmi ces maladies réglementées, il y a des maladies zoonotiques, mais également des maladies contagieuses spécifiques des animaux. Nous n'avons pas de tiers payant, donc on a une relation économique directe avec le détenteur des animaux ou le propriétaire des animaux. Les médicaments vétérinaires, vous avez sûrement remarqué pour ceux qui ont des animaux, sont plus chers que les médicaments humains. Déjà, on a une TVA à 20%, et puis le marché est bien moindre, et les efforts consentis par l'industrie pharmaceutique pour constituer un dossier d'AMM, ce sont des efforts coûteux, et donc un marché plus petit. Donc on a des médicaments plus chers. Et puis on a une particularité qui est un avantage à mon sens, c'est qu'une des solutions thérapeutiques, enfin en tout cas de décision finale, c'est l'euthanasie ou l'abattage. Alors l'abattage c'est un abattoir, l'euthanasie c'est ce que vous imaginez. Et vous verrez que ça a une importance quand même vis-à-vis de l'antibiorésistance. Nous avons un principe qui est le principe de la cascade. Nous prescrivons beaucoup en hors AMM, puisque bien évidemment, on ne peut pas avoir des AMM avec espèces et indications pour toute notre variété
d'animaux et d'infections possibles. Et dans le cadre de la cascade, qui est une procédure européenne, nous pouvons également prescrire un autre médicament vétérinaire qui soit autorisé en France ou dans l'Union européenne avec une autre indication, une autre espèce, sous certaines conditions, si c'est des animaux qui produisent des denrées. Donc, il faut qu'on mette des LMR, limite maximale de résidus. Et puis, après, on peut utiliser éventuellement des médicaments avec AMM humaine et enfin une préparation extemporanée. Nous prescrivons d'abord selon des doses pondérales, ce qui est différent un peu de vous. Vous avez une dose par individu. Nous, on est obligé de passer par les doses pondérales, forcément. Vous voyez la variété de poids entre un chihuahua et un dog allemand, vous comprenez. Et puis pour les chevaux, c'est pareil. Et pour les bovins, c'est pareil. Donc on est obligé de raisonner en milligrammes kilo, ce qui fait qu'on a une obligation de s'intéresser beaucoup à la pharmaco et à la PKPD en particulier. Les médicaments vétérinaires en France, c'est dans pratiquement la moitié des pays d'Europe, peuvent être délivrés par les vétérinaires prescripteurs pour les animaux qui soignent et pas pour d'autres animaux, ou par les pharmaciens. Et enfin, dans nos dossiers d'AMM et dans nos prescriptions pour certains médicaments, on a une obligation de prendre en compte l'écotoxicité des médicaments. En particulier, c'est le cas pour tous les médicaments destinés aux animaux producteurs de denrées d'origine animale. Alors, il y a des mythes. J'espère que vous partirez, on ait bien compris que c'est des mythes. On ne soigne pas la tuberculose des animaux producteurs de denrées d'origine animale, donc il n'y a pas de risque qu'on induise de la résistance sur des foyers de tuberculose. C'est abattage obligatoire. Les médias s'en font régulièrement les échos des éleveurs qui ne sont pas contents. Les salmonelloses aviaires, pareil, c'est abattage obligatoire. Les brucelloses zoonotiques, abattage obligatoire. On ne prescrit pas d'antibiothérapie longue durée, comme j'ai pu entendre effectivement ce matin, puisqu'on n'a pas de situation d'animaux immunodéprimés qu'on va maintenir pendant des mois ou des années avec une antibiothérapie pour limiter les surinfections chroniques, pour des raisons économiques, mais également pour des raisons éthiques. Et nous avons de nombreuses familles d'antimicrobiens que nous ne pouvons pas prescrire ni utiliser, et vous verrez pourquoi. Et enfin, alors ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne, c'est que depuis 2006, il n'y a pas d'antibiotiques en Europe utilisés comme additifs ou facteurs de croissance pour les animaux de rente. Ça n'a jamais été une utilisation vétérinaire, c'était une utilisation agronomique. Donc en fait, nous, on était hors champ de compétences pour cela, mais de toute façon, c'est strictement interdit et c'est par contre là extrêmement contrôlé. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, aux États-Unis ou dans d'autres pays, en particulier en Asie. Comme vous, enfin comme les médecins en tout cas, nous sommes profession libérale réglementée. Nous avons un code de déontologie qui dépend du code rural de la pêche maritime. Nous devons répondre de ce qu'on appelle la directive service. Nous ne dépendons pas d'une directive profession de santé, ce qui a induit quelques particularités. Et puis ensuite, on a des obligations liées au code rural, au code de la santé publique, en particulier sur toute la partie prescription médicaments. Il y a une grande partie qui dépend du code de la santé publique. Nous avons une loi d'avenir de l'agriculture en 2014 qui a introduit une notion importante qui était l'arrêt des pratiques commerciales de remise arrière, ristourne, rabais, etc. sur les antibiotiques. Ça permet d'avoir des médicaments antibiotiques assez chers finalement et pas de compétition tarifaire et donc pas d'incitation à prescrire inutilement. Et puis, au niveau européen, depuis 2019, il y a ce qu'on appelle un règlement qui s'applique à toute l'Europe. Et vous verrez qu'il y a quelques éléments spécifiques concernant les antibiotiques. Nous exerçons comme vous en fonction des données acquises de la science, puisque l'arrêt Mercier de 36 qui s'appliquait de part aux médecins a été confirmé en 41 pour les vétérinaires. Et comme vous, nous essayons de travailler en fonction des données de la médecine factuelle. Dans notre code de déontologie, il y a un certain nombre de règles, en particulier le respect des règles de bonne pratique professionnelle, c'est assez similaire à ce que vous avez dans votre code de déontologie en médecine, d'acquérir des connaissances scientifiques actualisées. Et nous avons ces spécificités d'avoir inscrit dans le code depuis 2015 que le vétérinaire doit prendre en compte dans son activité professionnelle la santé publique, et notamment en matière d'antibiorésistance, et de même qu'il doit veiller à une utilisation prudente et raisonnée des agents antimicrobiens antiparasitaires, afin de limiter bien sûr l'apparition de résistance. Alors, ce n'est pas fait pour faire plaisir uniquement, hein, c'est une réalité et ça permet, avec les services de contrôle, de pouvoir éventuellement poursuivre des vétérinaires qui auraient parfois la main lourde sur leur prescription. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. En 2014, avec l'ANSES, on avait constitué un groupe de travail, on avait travaillé sur les pratiques vétérinaires et quelles étaient les pratiques à risque. Et donc, ce rapport a identifié, filière par filière, espèce par espèce, toutes les pratiques qu'il fallait abandonner immédiatement, celles qu'il était recommandé d'abandonner rapidement, et puis celles qui
qu'on devait promouvoir. De ces éléments-là ont découlé un certain nombre de textes. Il y a d'abord eu ce document qui est un document de bonne pratique, alors qui n'est pas formellement opposable, mais qui est quand même un guide que les vétérinaires doivent connaître, les pharmaciens aussi normalement, les propriétaires aussi. C'est là où on voit qu'il y a des limites, puisque en fait, à part les vétérinaires, il n'y a pas grand monde d'autres qui l'ont lu. Mais ça encadre l'usage des antibiotiques. Et puis on est allé un peu plus loin. Nous avons sorti en 2016 des textes qui encadraient l'usage des anti-infectieux d'importance critique, donc en gros les fluoroquinolones et les C3-C4G, avec des obligations, bien sûr, d'examen clinique, identifier la souche par un prélèvement, mise en culture ou un test PCR lorsque la culture n'était pas possible, des tests de sensibilité normés dans un laboratoire vétérinaire, des durées maximales de prescription qui étaient de 1 mois, avec obligation d'une réévaluation au bout de 4 jours. Tout ça, c'était entre autres pour augmenter les coûts et les contraintes du recours aux usages des anti-infectieux d'importance critique. Donc, vous avez la liste des anti-infectieux d'importance critique. Il y en a quelques-uns qui sont communs avec vous et d'autres qui sont un peu spécifiques du monde vétérinaire. Globalement, les conséquences sur l'antibiorésistance, de toute façon, sont partagées. Et puis, dans ce même texte, nous avons sorti une liste d'antibiotiques strictement interdits aux vétérinaires, qui sont des antibiotiques sanctuarisés pour la santé humaine. Et donc, à aucun moment, un vétérinaire ne peut prescrire ces antibiotiques et à aucun moment, un pharmacien ne peut les délivrer pour une prescription vétérinaire. Et force est de constater que c'est globalement assez bien respecté. Les seuls cas où on a des remontées, c'est quand c'est un animal d'un soignant qui dit « Oh, mais moi j'ai accès au carbapénème, pouvez-nous prescrire des carbapénèmes ?» Ben non, on ne peut pas. Le règlement 2019-6 européen a interdit l'usage prophylactique de l'ensemble des antibiotiques, puisque ça faisait partie des pratiques qui étaient même autorisées dans les AMM. La seule antibioprophylaxie possible et justifiée pour un seul animal, c'est en cas de certaines chirurgies. L'usage prophylactique collectif est bien sûr interdit. Il est interdit d'user les antibiotiques pour augmenter le rendement ou la croissance des individus. Alors, la métaphylaxie, c'est une notion qui est un petit peu particulière. C'est les collectivités d'animaux, un milieu infecté avec des animaux malades qui vivent en troupeau ou en lot. Donc, c'est ce qu'on appelle la métaphylaxie. On traite les malades plus les animaux exposés aux pathogènes et qui sont en phase d'incubation, et elle est encadrée. Il existe des restrictions d'usage dans le cadre de la cascade, et vous verrez tout à l'heure des règlements d'exécution qui ont été mis en place dans les années suivantes. Nos ordonnances ne sont valables que 5 jours après leur édition pour éviter toute réutilisation intempestive. Et au niveau européen, la France a réussi à faire passer ce message. Et donc, il y a eu une sanctuarisation de molécules de la pharmacopée humaine qui sont à peu près les mêmes que celles que je vous ai présentées dans les textes nationaux. Donc, ces molécules sont à gauche les antibiotiques, et puis à droite, vous avez des antiviraux et un antiprotozoaire. Dans ces règlements d'exécution, un certain nombre de restrictions dans le cadre de la cascade ont également été mises en place. Ça rentre en application donc l'été prochain. Il va y avoir une obligation d'identification des pathogènes et d'utilisation de tests de sensibilité au préalable pour toute une série d'antibiotiques et d'espèces animales. Et en particulier, ça va concerner les bovins, les porcs, les chiens et les chats. Donc, en gros, la plus grande famille d'animaux soignés par les vétérinaires. Ou, par exemple, pour l'association d'oxycine acylclavulanique, il y aura obligation de prélèvement et de bactériologie et de tests de sensibilité lorsqu'il y aura un usage hors AMM concernant l'indication, et même une interdiction pour les volailles. Alors pourquoi tout cela? Puisque en 2011, la France faisait partie des, on va dire, mauvais élèves de l'usage des antibiotiques vétérinaires en Europe, puisqu'on était dans les deuxièmes moitiés des prescripteurs et utilisateurs d'antibiotiques. Et puis, on se rend compte quand même que avec les années, on a une amélioration constante qui a été mise en place par différentes mesures. Et les mesures les plus importantes, outre les mesures réglementaires, sont les différents plans qu'on appelle les plans éco-antibio 1, éco-antibio 2, éco-antibio 3. Le premier plan éco-antibio avait pour objectif de diminuer de 25% en 5 ans l'usage des antibiotiques vétérinaires. Et puis les deux autres plans
le troisième est en cours, sont plutôt des plans qualitatifs et de sensibilisation maintenus et de formation. Alors, il y a des axes. La sensibilisation des acteurs et de tous les acteurs, ça va depuis les propriétaires d'animaux, animaux de compagnie, mais également les éleveurs. Il y a eu un gros travail auprès des éleveurs, y compris des éleveurs porcins, volailles, qui sont dans des filières très structurées. Favoriser le développement de solutions alternatives. Alors, quand on dit solutions alternatives, c'est en fait des solutions de prévention qui vont éviter d'avoir recours aux antibiotiques. On essaye d'expliquer, et je pense que c'est maintenant bien compris que pour nous, le recours à l'antibiothérapie, c'est un échec de la prévention et de la biosécurité, en particulier pour les élevages. Toutes ces mesures qui ont été renforcées par des plans, des programmes qui ont été financés, entre autres, par le ministère de l'Agriculture via la DGAL. Donc, le dernier plan, il y a quasiment 2 millions d'euros qui ont été distribués sur une vingtaine de projets scientifiques. Des mesures de communication. Donc, alors la première était pas du tout originale, hein, puisque c'était reprendre le slogan qui avait été en santé humaine, hein, les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, ça avait commencé comme ça. Puis, il y a eu toute une série de manière régulière et récurrente. Donc, peut-être que certains nous en avaient déjà vu. Et là, maintenant, nous utilisons pour la profession vétérinaire et puis à l'égard également des médecins, des outils de suivi des usages. Donc, tous les ans, il y a un rapport qui est sorti la semaine dernière. C'est le rapport fait par l'ANSES. Alors, vous voyez que le plan éco-antibio 1 a permis de baisser de 37% l'exposition, alors que l'objectif était de 25% en 5 ans. Il y a eu ensuite les fluoroquinolones. Donc, les fluoroquinolones, ça s'est complètement effondré. On est à moins 90%. Il y a pratiquement plus d'utilisation de fluoroquinolones, sauf dans certaines situations très encadrées et justifiables. La colistine, qui était un des derniers objectifs quantitatifs, devait baisser de 50% et elle a baissé de 67% de son usage. Alors, ce qui a surtout baissé pour la colistine, c'est que d'abord, on a diminué les temps d'exposition des animaux. Et donc, lorsque les AMM préconisaient 5 à 7 jours, eh bien, on a constaté que, en le démontrant que 3 jours par voie orale était largement suffisant pour résoudre le problème pour lequel c'était indiqué, c'était essentiellement les diarrhées autour du sevrage pour les porcs et les bovins. Alors, les familles d'antibiotiques qu'on utilise, ce n'est pas du tout les mêmes que les vôtres, en tout cas majoritairement. En production animale vétérinaire, c'est essentiellement les tétracyclines, les sulfanides et les pénicillines. Alors, on n'a pas de carbapénem, vous avez bien vu, hein. Il n'y a pas de médicaments qu'on a les mêmes vétérinaires. Et puis ensuite, on a d'autres familles qui sont assez importantes pour nous, qui sont les aminoglycosides. Alors, vous avez la décroissance. Alors, selon les différents indicateurs, il y avait un indicateur européen où l'objectif était pour la France, enfin pour tout pays de l'Europe, d'être en dessous de cet indicateur des 53,3 mg par PCU. Et la France est vraiment passée en dessous. On est actuellement le 4e pays le moins consommateur d'antibiotiques, avec la Suède, le Luxembourg et je ne sais plus quel est l'autre. Et on a fortement diminué. Alors, vous voyez que la diminution, il y a une famille qui a disparu, qui s'appelle les prémélanges médicamenteux. On avait une particularité, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant ce matin, votre intérêt sur la substitution vers la voie orale. Nous, on a fait un peu l'inverse. On a essayé, en tout cas, pour les aliments médicamenteux, donc c'était une forme de prescription qui était fortement utilisée pour les porcs et les volailles, d'utiliser des aliments dans lesquels étaient incorporés des antibiotiques sur prescription, bien sûr. Ça avait un inconvénient majeur, c'est que d'un point de vue purement pratique, hein, quand un silo il est rempli avec un aliment médicamenteux, de toute façon, il faut le vider pour en remettre un aliment blanc derrière, sans antibiotiques. Donc, en fait, ça a tendance quand même à faire consommer des antibiotiques inutilement. Donc, pour ces raisons-là, la profession a décidé de ne plus les prescrire. Et donc, on est passé sur plus de prescriptions, soit dans des solutions orales à mettre dans l'eau, soit des injectables. Et on a obtenu des résultats thérapeutiques tout à fait satisfaisants. Donc, nos familles d'antibiotiques de 2011 à 2024, les fluoroquinolones qui étaient en espèce de verre là, ont quasiment disparu. Et les céphalosporines qui sont en kaki là, ont également fortement diminué. Il nous reste de manière dominante les tétracyclines, ça c'est une certitude, et les pénicillines qui sont vraiment les deux familles dominantes pour nous. Concernant le suivi des usages, dans ce dernier rapport, vous voyez que
en une quinzaine d'années. On a diminué de moitié l'usage des antibiotiques, avec des différences selon les espèces. Porc et volaille, il y a eu de très grosses améliorations sur la qualité de l'alimentation, sur la qualité des bâtiments, sur la biosécurité, puisque c'est quand même une des voies de prévention la plus efficace. La vaccination, lorsque les laboratoires arrivent à fournir les vaccins et ne pas être en rupture, parce qu'on a les mêmes problèmes que vous, beaucoup de ruptures malheureusement. Et puis d'autres espèces où la diminution est moins importante. C'est le cas des animaux de compagnie. Alors la raison est assez simple, hein, c'est une médecine individualisée et l'antibiothérapie est une solution de dernier recours. Il y a des améliorations qui sont actuellement en cours. On diminue les durées d'exposition, à contrario des RCP, hein, des AMM, puisque les AMM n'évoluent malheureusement pas comme chez vous. On n'arrive pas à faire évoluer aussi vite les AMM. Il n'y a pas de base réglementaire pour contraindre les laboratoires à faire varier leurs AMM en fonction des données acquises de la science. Ça, c'est un petit peu un souci que nous avons. Nous avons également mis en place depuis 2 ans une remontée fine des données via ce qu'on appelle Calypso-Vet. Donc, c'est nos logiciels métiers qui remontent automatiquement nos sessions d'antimicrobiens par espèce, par catégorie de production. Et ça va permettre aux vétérinaires de pouvoir se positionner par rapport à leur environnement par filière, par région, pour pouvoir voir quelles sont les marges de progrès qu'ils peuvent avoir. Et ça permet aussi à l'Agence du médicament de mieux comprendre comment se répartit l'utilisation des antimicrobiens. On a un réseau qui s'appelle le RESAPAT, qui dépend de l'ANSES, qui est un réseau de laboratoires de biologie vétérinaire. Ils sont une centaine qui, tous les ans, envoient leurs souches et leurs résultats de tests de sensibilité. Et ça permet de suivre l'évolution de l'antibiorésistance par espèce animale, mais par également espèce bactérienne. Et l'un des constats est rassurant, c'est que dès que l'exposition diminue, en particulier pour les fluoroquinolones et les C3C4G, eh bien, dans les 2 à 3 ans qui suivent, les indicateurs de résistance pour les différentes bactéries d'intérêt, en particulier les Escherichia coli, montrent que le niveau de résistance diminue. On a juste une petite particularité sur les caprins, puisqu'on a une maladie à mycoplasme, qui est une difficulté thérapeutique, où là, pour le coup, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'autres solutions thérapeutiques que d'utiliser des fluoroquinolones. Donc, c'est un point de vigilance. Bon, on reste à des niveaux quand même très bas de résistance épidémiologique. Puis ensuite, on a accompagné les vétérinaires avec, bien sûr, beaucoup de publications scientifiques. Le RESAPAT a mis en ligne un outil qui permet aux vétérinaires, en fonction des souches qu'il va identifier dans sa pratique, d'avoir une valeur prédictive concernant la résistance et comment se situer par rapport à son choix thérapeutique. Nous avons, bien sûr, dans tous les congrès nationaux et régionaux, des modules éco-antibio qui sont programmés, des guides de recommandation qui sont prévus dans la réglementation et qui sont utilisés, qui sont actualisés à peu près tous les 3 à 5 ans en fonction des actualités scientifiques. Et puis, nous avons mis en place un réseau qu'on appelle le réseau AntiBioRef, qui est un réseau qui comporte une douzaine de référents par filière et par région, qui sont appuyés par 3-4 experts nationaux pour répondre à toute question des vétérinaires lorsqu'ils ont une difficulté de raisonnement et de prescription. Et puis enfin, je ne l'ai pas marqué là, nous avons des réseaux d'épidémiosurveillance qui sont extrêmement importants, qui sont filiarisés. Les animaux de production animale, donc c'est ce qu'on appelle la plateforme ESA. Les animaux de sport et de loisirs, les chevaux, ça s'appelle le RESP, le réseau d'épidémiosurveillance des pathologies des équidés. Et vient d'être mis en place un réseau d'épidémiosurveillance des pathologies des animaux de compagnie. Et donc, ça permet d'alerter en temps réel et de collecter également en temps réel les grandes infections en particulier pour pouvoir rendre plus vigilants les vétérinaires et qu'ils ne se précipitent pas sur des traitements aléatoires, mais qu'ils soient bien éclairés par la situation épidémiologique concernant l'espèce qu'ils ont en phase 2. Après, comme pour vous, comment on évite les résistances? On essaye de mieux identifier la cible, de traiter le plus tôt possible, d'avoir une antibiothérapie raisonnée et adaptée. Donc, les notions de PKPD, voie d'administration, etc., sont extrêmement importantes pour nos espèces. J'ai admiré la biodisponibilité que vous arrivez à obtenir pour un certain nombre de médicaments. Nous, les ruminants par voie orale, la biodisponibilité est quasi nulle. Donc, on est obligé de passer par d'autres voies, bien sûr, en particulier des voies injectables. On essaie de diminuer, bien sûr, l'exposition inutile, et en particulier l'exposition inutile du microbiote intestinal.
en durée optimisée, des voies d'administration, eh bien, il faut raisonner, comme vous allez vite, fort et le moins longtemps possible. L'usage prophylactique est clairement inutile, interdit, sauf, on va dire, chirurgie particulière. On essaie de réduire la voie orale pour les traitements collectifs porc et volaille. Et puis, on rappelle que l'efficacité du traitement, il faut des critères cliniques, des critères biologiques, utiliser l'imagerie et pas uniquement le doigt mouillé. On rappelle aussi souvent aux vétérinaires que la résistance clinique, enfin l'échec thérapeutique, ce n'est pas forcément une résistance bactérienne et qu'il faut savoir se remettre en question en permanence. Bien sûr, toujours penser à ces infections virales et pour le coup, utiliser énormément les tests au chevet du malade, les tests PCR, etc. Prendre en compte les biofilms, c'est une vraie problématique en dermatologie des animaux de compagnie et ça, c'est très très important. Ou les infections de la mamelle chez la vache. L'écologie microbienne aussi, et jouer sur justement cette écologie microbienne, par exemple pour les cystites chez les chiennes, on joue beaucoup plus sur les facteurs de pH et pour limiter l'usage des antibiotiques en variant l'alimentation, ce qui est assez facile chez les animaux de compagnie. Connaître les limites de l'antibiogramme, parce que comme pour vous, l'antibiogramme, c'est pas forcément très prédictif systématiquement, surtout vu la multiplicité d'espèces qu'on a, animales et bactériennes. Donc voilà, on arrive à moins 49%. Je pense que globalement, c'est un résultat dont il faut se satisfaire, mais qu'il ne faut pas considérer comme définitivement acquis. Donc il faut garder de la vigilance. Ce qui peut-être a pu faire la réussite apparente, en tout cas, de cette baisse d'usage, c'est qu'on a beaucoup sensibilisé à la fois les vétérinaires, mais également les propriétaires d'animaux et les professionnels de l'élevage. On a formé et on continue à former. On est passé par la réglementation et ça, de toute façon, la carotte et le bâton, c'est quand même important. Les données acquises de la science, et là, c'est une petite difficulté, c'est faire évoluer les RCP. C'est le seul point, je trouve, un peu noir de notre situation actuelle. On peut suivre des indicateurs qui sont de plus en plus précis, à la fois sur les sessions, sur l'exposition, sur la résistance. On remet en question nos pratiques et ça, bon, on a une obligation de résultat économique aussi vis-à-vis de nos détenteurs d'animaux. Donc, c'est peut-être plus facile pour nous de nous remettre en question. On a mis en place ce réseau anti-BioRef et on essaye de s'inspirer de ce qui nous semble être efficace et bien marché chez vous, et en particulier Antibioclick qui nous a beaucoup séduit. Donc, on a un projet dont on espère avoir le financement cette année, qui est l'équivalent pour les vétérinaires pour l'aide à la prescription VET Antibioclick. Et puis, il y a ce papier qui est récent, qui a été publié par une équipe française pluridisciplinaire, qui essaye de faire alors c'est publié dans le Lancet, essaye de faire réfléchir sur la place réelle de l'antibiorésistance d'origine animale et de rappeler que les faits sont là. On est malheureusement ou heureusement pour nous, on n'est pas vraiment responsable de ce qui se passe en santé humaine. On a une co-responsabilité, bien évidemment, pour l'environnement. Il peut y avoir des passages, mais on appelle à ce qu'il y ait de plus en plus d'études de flux génomiques pour pouvoir mieux comprendre comment évoluent ces problématiques de résistance. Alors vous avez ces problématiques entre médecine de ville, médecine hospitalière, mais effectivement, pendant assez longtemps, on nous a dit que c'était nous les responsables de beaucoup de choses. Bon, les faits maintenant sont un peu complètement différents. Donc, nous avons la même problématique. C'est une problématique des trois santé, effectivement, la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale. Et alors, vous allez peut-être voir plutôt la santé humaine ou pas, mais je crois qu'il faut les mettre toutes sur le même niveau, puisque finalement, on est tous dans le même bateau. On a eu en France plutôt des bons résultats. Ça ne veut pas dire que partout ailleurs dans le monde, ça se passe aussi bien. Et il y a plein de raisons pour lesquelles ça se passe différemment. Les lois, les règlements, c'est quand même un vrai levier efficace. Et puis, ce qui est rassurant, c'est qu'on a une réversibilité des indicateurs de résistance dès lors que l'exposition diminue de manière significative. Donc, c'est encourageant, je pense, pour tout le monde. Voilà. Je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup à vous pour ce topo très intéressant sur un sujet qu'on a moins l'habitude d'aborder. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Un commentaire, moi j'ai appris aujourd'hui que depuis 2006, il n'y avait plus droit d'incorporer pour la croissance des animaux, ce qui me rassure pas. Mais ce que je voulais là
par rapport à ce qu'on entend sur le Mercosur, où les Brésiliens vont pas avoir les mêmes garanties que nous dans l'alimentation, sur les poulets qui viennent d'Ukraine aujourd'hui. Enfin, quelque part, j'ai l'impression qu'on va mourir guéri. Alors, rassurez-moi. Eh ben non, non, je ne vais pas vous rassurer. C'est une vraie problématique, hein. Le Mercosur, sur ce plan-là, c'est un point qui a été soulevé depuis très longtemps par l'Europe et en particulier par la France. La France a même envoyé des inspecteurs de santé publique vétérinaire au Brésil il y a 1 an et demi, qui sont revenus assez catastrophés, puisque il y a déjà une exportation de viande d'origine brésilienne en France, avec normalement une filière extrêmement tracée, en théorie, avec des animaux identifiés. La traçabilité n'existe pas, en fait. On va dire, elle est absente. Ou si elle n'est pas absente, elle est frauduleuse parfois. Donc ça, c'est un problème. Et c'est un pays où, effectivement, les additifs contenant des antibiotiques sont autorisés, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud. États-Unis aussi, c'est autorisé. C'est vrai qu'il n'y a que l'Europe qui a banni ça depuis 2006, hein, pour des raisons tout à fait justifiées, hein. Il y a eu un certain nombre de problèmes de santé humaine, en particulier aux Pays-Bas, qui ont été démontrés en lien avec l'usage de certains antibiotiques. Donc oui, on a raison d'être inquiet, en tout cas sur ce plan-là. Après, concernant l'Ukraine, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Globalement, c'est le poulet qui vient d'Ukraine, c'est ce qu'on appelle du poulet prêt à cuire, du poulet de 30 jours, 35 jours. C'est pas la meilleure qualité qu'on puisse avoir. Quand il se faisait en France, il n'était pas de très bonne qualité non plus, mais il n'était pas rempli d'antibiotiques. Là, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Il est censé y avoir des contrôles. Bon, après, je crois que pour plein de raisons politiques, les contrôles sont pas forcément extrêmement opérants, quoi. On aimerait au moins qu'il y ait des mesures miroirs, des clauses miroirs, c'est-à-dire que toute denrée qui arrive hors de l'Europe arrive au moins avec des contraintes sanitaires et de résidus qui soient équivalentes à ce qu'on exige de l'Europe. Bon, pour l'instant, c'est encore en négociation, on va dire. C'est pas trop long et si vous pouvez nous l'expliquer assez rapidement. La biodisponibilité per-os en usage vétérinaire, on est divisé par 2 par rapport à Non, l'usage humain. ça dépend des espèces en fait. Globalement, pour les carnivores, on est assez similaire à ce que vous avez en humaine. Ruminant, on a le problème du rumen, hein, qui est un fermenteur qui fait que tout ce qu'on met par voie orale, globalement, restera là-dedans ou va être dégradé. Donc, il n'y a pas d'efficacité. Chez le porc, c'est assez variable. Les chevaux, alors le cheval, c'est pas un ruminant, c'est un herbivore, mais il y a des gros secteurs digestifs qui modifient l'absorption. Donc, on a des biodisponibilités qui sont variables. Et quand je vois des biodisponibilités de 100% sur certains antibiotiques, nous, on en est loin pour certains. Après, ceux qui ne passent pas la barrière digestive chez vous ne passent pas non plus la barrière digestive chez nous. Donc, la colistine, quelle que soit l'espèce, ça restera dans le tube digestif, ça sortira tel quel, ça n'ira pas de souci. Mais à part les carnivores où on a des choses assez similaires, le chat est un petit peu différent parce qu'on a des mécanismes d'épuration qui sont un petit peu particuliers chez le chat. Mais oui, on a des biodisponibilités qui sont variables. Et après, si on prend les volailles, c'est encore autre chose. C'est vrai que la diversité d'espèces complique les choses. C'est ce qui fait l'intérêt. Pardon, bonjour. Il y a des chiffres qui viennent de sortir il y a peu de temps, il y a quelques jours, indiquant qu'il y avait une réaugmentation de la consommation des antibiotiques par les chiens et chats. Oui. Voilà. Alors, en fait, oui, il y a une petite augmentation. Alors, l'explication qu'on commence à comprendre depuis 2020, enfin, depuis l'épisode de la Covid, il y a eu une grande adoption, un nombre d'animaux important, de jeunes animaux qui ont été adoptés. Et ben, comme en humaine, hein, les périodes où il y a de l'infectiologie bactérienne, c'est plutôt le jeune âge, ou voire les très vieux, mais surtout le jeune âge. Et donc, on pense qu'il y a un effet qui est lié à ça. Après, on n'a pas identifié de famille thérapeutique qui ait explosé en lien avec une maladie particulière. On n'a pas eu de grandes épidémies, enfin épisodes aussi chez les chiens et chats. Donc, on pense que c'est plus transitoire lié à la population. Et ensuite, il y a un indicateur qui a quand même changé.
c'est que les données concernant le nombre d'animaux, chiens et chats, ont été actualisées. Donc, c'est un peu en rapport à ce que je viens de vous dire juste avant. Et donc, du coup, les chiffres qu'on a maintenant n'ont pas le même dénominateur que ceux qui ont été pris il y a 3-4 ans. Voilà. Donc, il y a aussi ce facteur qui joue. Donc, maintenant, on va voir dans les 2-3 ans qui viennent si c'est une tendance qui se stabilise ou si ça va faire une oscillation, parce qu'on pense qu'on est arrivé à un plateau globalement. Voilà. L'intérêt de CalypsoVet, c'est justement d'essayer de comprendre ça. C'est d'aller à la donnée plus fine pour voir exactement si c'est une réalité, si c'est une impression, si c'est conjoncturel, si c'est. Voilà. Bon, ben voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Avec le dernier topo de la journée. Qui est prévu en visio, si je ne me trompe pas. Bonjour, nous sommes présents du Canada. Est-ce que vous nous entendez? Ils sont en train de nous connecter. Je les vois s'affoler derrière. Oui, ils nous entendent. Mets la caméra juste pour qu'ils voient qu'on... Le partage d'écran. On m'a demandé de meubler, donc je vais meubler. On veut juste tester le son. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est parfait. Oui, okay. On vous entend bien. D'accord, on fait le partage d'écran, puis vous nous confirmez si vous voyez nos diapos. Alors, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Oui, c'est ça. Il y a une transition en cours dans la salle, mais par contre, on vous entend. On vous dit dès qu'on vous voit. Alors, nous venons de partager nos diapos, donc vous nous dites si vous les voyez dans le Zoom. Bon, on vous voit et on vous entend. Est-ce que les diapos changent? Nous allons juste prendre quelques secondes pour tester les mouvements de diapos. Ils sont plein d'écran. Parfait. Donc, je sais qu'on a quelques minutes de retard, donc nous allons commencer dès maintenant si vous êtes prêts dans la salle. Oui, on vous entend. D'accord, parfait. Donc, nous remercions beaucoup de nous avoir invités pour partager notre expérience sur notre comité d'amélioration de l'utilisation des antimicrobiens. Je suis accompagnée de Verina Sieux. Moi, mon nom, c'est Anita Hang. Nous sommes tous deux pharmaciennes au CHUM dans le comité pour l'amélioration de l'utilisation des antimicrobiens, qu'on appelle ici l'antibiogouvernance, ou en anglais, c'est l'antimicrobial stewardship. Nous représentons toute une équipe, donc on est seulement deux, mais on est 5-6 pharmaciens microbiologistes, un comité complet. Donc, je vais passer la parole à Verina. Bonjour, alors moi c'est Verina, je suis pharmacienne. Comme Anita a dit, on représente toute une équipe. Donc, voici le plan de la présentation un peu. On va vous introduire les rôles et la mission du CODAC, vous expliquer une journée typique en antibiogouvernance, puis je vais vous présenter quelques statistiques et vous présenter des projets et des guides qu'on a faits, puis vous parler de ce qu'on fait, nous, pour la semaine du bon usage des antibiotiques. Donc, pour les rôles et missions du CODAC, en fait, je vais juste revenir un petit peu sur les éléments clés d'un programme d'antibiogouvernance. Ça, c'est selon la CDC, donc le Center for Disease Control aux États-Unis. Donc, eux, pour les éléments clés, ils parlent d'un soutien institutionnel, donc un leadership de l'hôpital, de la gouvernance, donc de la responsabilité. Ça prend une expertise, donc des gens qui sont spécialisés avec une formation. On parle aussi d'activités et des rapports de ces activités-là pour voir l'impact de ce qu'on fait. Ça implique de la surveillance et évidemment de l'éducation. Donc, qui sommes-nous? Le CODAC, c'est une équipe multidisciplinaire. Comme Anita a dit, ça ne fonctionne pas. On a perdu les diapos.
Donc, c'est ça, le Kodak, c'est une équipe multidisciplinaire. Comme Anita disait, les lettres, c'est pour Comité pour l'amélioration des antimicrobiens au CHUM, qui est le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Puis, notre mission, c'est d'assurer une surveillance et de diffuser l'information et des outils sur l'utilisation des agents antimicrobiens pour améliorer la santé et la sécurité du patient. Ce comité est sous le chapeau du comité de pharmacologie. Pour ce qui est de nos rôles, ça se décline en 3 volets. Donc, on veut assurer une veille en mesurant et en évaluant l'utilisation des antimicrobiens dans notre centre, en identifiant les problèmes liés à leur utilisation, en priorisant les stratégies d'amélioration ou de contrôle de l'antibiothérapie. Puis, Anita va pouvoir vous parler des outils qu'on utilise pour assurer cette veille. On offre aussi des outils aux médecins, aux pharmaciens, puis à tous les professionnels de la santé qui sont concernés par la bonne utilisation des anti-infectieux. On communique les lignes directrices et des données de la documentation scientifique, donc basées sur des données probantes. Et on évalue aussi les indications et le choix approprié des régimes antimicrobiens selon les circonstances cliniques, la posologie, la durée. Et on sensibilise les patients aussi, donc à l'utilisation adéquate des antimicrobiens pour obtenir de meilleurs résultats cliniques. Bien évidemment, on vise le succès thérapeutique. On veut diminuer les risques d'infection, diminuer ou stabiliser les niveaux de résistance aux antibiotiques et favoriser leur santé et leur sécurité. Ça, c'est juste pour vous montrer un dépliant qu'on a sur notre mission. Puis à l'endos, on a aussi nos coordonnées si jamais les gens veulent nous rejoindre. Puis, on mise aussi sur les 7D fondamentaux de la bonne prescription d'un antimicrobien. Donc, nos 7D, c'est D pour la documentation, le diagnostic, donc ça prend un bon diagnostic pour utiliser le traitement approprié, drainage ou débridement pour faire référence au contrôle de la source, drogue, donc le choix de l'antibiotique, la bonne dose pour la bonne durée et penser à une désescalade. Donc, lorsqu'on a un antibiogramme de disponible, est-ce que c'est possible de réduire le spectre ou de passer, par exemple, à la voie Péros? Donc, à quoi ressemble une journée en antibiogouvernance par chez nous? Donc, on a un modèle de pratique qui est prospectif avec un volet de recherche évaluative. On dit un modèle prospectif parce qu'on fait des interventions directement dans les dossiers du patient. On se promène sur les unités de soins et on discute avec les prescripteurs. Puis, pour faire tout ça, on a un logiciel spécialisé en antibiogouvernance pour nous appuyer. Puis, la recherche évaluative, c'est le côté rapport d'activité puis l'analyse de l'impact de ces activités. Donc, le matin, en fait, le Kodak, quotidiennement, on fonctionne en binôme, un microbiologiste infectiologue avec un pharmacien. Puis, le matin, on est chacun de notre côté à réviser pour l'infectiologue des hémocultures, donc au laboratoire de microbiologie infectiologie. Ils ont des alertes à chaque fois qu'il y a des hémocultures qui sortent positives, puis l'infectiologue va se pencher sur ces hémocultures-là. Du côté pharmacien, on revise par les traitements antibiotiques. Donc, avec notre logiciel, on a des alertes qui sont générées pour différentes alertes, comme les passages intraveineuses à la voie Péros, pour des durées de traitement qui sont trop longues, par exemple, des traitements qui sont potentiellement inefficaces parce que le logiciel est lié à notre autre logiciel qui interprète les cultures et les spécimens. Donc, les antibiogrammes sont poussés directement dans notre logiciel d'antibiogouvernance, puis on peut voir si jamais il y a des résistances. Et on a des alertes aussi pour des antimicrobiens qu'on dit à usage protégé, donc à très large spectre, comme les carbapénem. On révise comme ça plusieurs dizaines de dossiers par jour, puis on présélectionne environ 5 à 10 cas qui seraient potentiellement pertinents de réviser pour une intervention en antibiogouvernance. Donc ensuite, ça c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre logiciel. Donc quand on l'ouvre, on a la liste de tous nos patients hospitalisés qui sont sous antibiotiques. On a quelques données sommaires, leur âge, leur sexe, ils sont sur quelle unité de soins, quel service et quel agent on surveille. Donc, on voit ici les antibiotiques. Puis, à gauche complètement, les pastilles rouges, c'est nos alertes qui sont générées par le logiciel, qu'on a coté de 19 à 1, 19 étant l'alerte la plus élevée. Puis, c'est comme ça qu'on sélectionne nos dossiers à réviser. Lorsqu'on rentre dans un dossier patient, c'est la vue d'ensemble qu'on a. Donc, visuellement, on a des graphiques ici qui nous montrent l'évolution chronologique du patient pour sa température, ses leucocytes, sa créatinine. Donc, de voir, par exemple, si le patient est en insuffisance rénale aiguë, ça nous permet
de faire une action pour ajuster sa médication. Ou à l'inverse, si jamais il est en sortie d'une insuffisance rénale aiguë, on peut aussi réaugmenter les doses d'antibiotiques. On a aussi les neutrophiles, on peut voir l'évolution de l'inflammation avec la protéine C réactive. Sur le côté, on a aussi les paramètres cliniques du patient pour cette journée, donc les paramètres quotidiens. Puis, au bas de l'écran, on a aussi la chronologie des antibiotiques. Donc, on peut voir qu'est-ce que le patient a eu pendant son hospitalisation. Puis, tout ce que vous voyez en vert et en rouge, les gouttes rouges, ce sont les hémocultures. Puis là, c'est une image, je ne peux pas vous le montrer, mais si je glisse ma souris sur ces petits points, habituellement, il y a un antibiogramme qui sortirait si jamais il est disponible. Donc, ça permet vraiment une vue d'ensemble pour analyser nos dossiers. Et donc, pour la tournée, comme je vous disais, on est pharmacien avec infectiologue, puis on se promène sur les unités de soins. On va intervenir directement dans les dossiers du patient. Donc, on va consigner une note médicale au dossier. On va faire des ordonnances sous forme de suggestions à l'équipe traitante. Puis, évidemment, si l'équipe traitante est proche, on va discuter de nos suggestions avec eux. Puis, comme ça, on peut aussi avoir des éléments cliniques qui n'étaient pas disponibles au dossier. C'est toujours plus facile parfois quand on parle directement aux gens. Puis, ça, c'est pour vous montrer à quoi ressemblent nos notes d'évolution. Donc, en haut, en en-tête, on voit que c'est une note de l'équipe d'antibiogouvernance. Puis ensuite, il y a la note médicale avec toutes nos données de paramètres cliniques, de microbiologie. Puis, à la fin, on met la suggestion pour tout consigner et documenter au dossier. Ensuite, à la fin de notre tournée, on retourne dans notre bureau de pharmacien. Puis, on a plusieurs projets en après-midi. En fait, au Kodak, on offre un service de suivi pharmacocinétique pour la vancomycine, les aminoglycosides et les azoles. Donc, les médecins de l'hôpital peuvent faire des demandes pour qu'on suive ces médicaments-là, pour ajuster la dose, notamment. On a plusieurs projets, donc, d'élaboration de guides thérapeutiques, des fiches d'information. On fait la revue d'utilisation des antibiotiques et pas mal d'autres projets. Puis, on fait aussi beaucoup d'enseignements à nos résidents en pharmacie, donc qui sont déjà des pharmaciens, mais qui sont en train de faire leur master pour se spécialiser en pharmacie hospitalière, puis aussi à nos étudiants de premier cycle, donc on offre un cours d'antibiothérapie 101. Pour ce qui est de nos activités, brièvement, on voulait vous présenter notre rapport d'activité de 2025, donc le nombre d'interventions réalisées. On a un petit peu le comparatif avec les années précédentes. On est autour de 1000 interventions par année. Évidemment, ce chiffre va continuer à augmenter parce que 2025 n'est pas fini. Puis, on a un taux d'acceptation de nos interventions autour de 90% sur les 3 dernières années. Donc, pour chaque intervention qu'on fait, on les consigne dans notre logiciel, puis on peut déterminer si, après quelques jours ou après discussion, ces interventions-là ont été acceptées par l'équipe traitante, refusées ou parfois non applicables. Parce que des fois, on va faire des notes, puis on va aller dans le même sens que l'équipe médicale. Donc, on n'a pas nécessairement de suggestions à faire, mais on consigne quand même la note pour dire qu'on l'a analysée, puis on est d'accord avec l'équipe médicale. Donc, dans ces cas-là, c'est non applicable. Pour les types d'interventions qu'on fait, donc comme je vous disais, on a différentes alertes qui nous apparaissent sur le logiciel et on les consigne aussi selon ces alertes-là. Donc, les interventions, est-ce qu'on a fait des interventions pour réduire le spectre, pour cesser un antibiotique, pour passer de la voie intraveineuse à la voie péros, pour réduire la durée. Donc, c'est tous les types d'interventions qu'on fait dans les dossiers. Puis, on voit que la plupart des interventions qu'on a faites, c'est pas mal pour la microbiologie, pour la réduction du spectre et pour cesser des antibiotiques. Puis, on a quand même des bons taux d'acceptation de ces interventions. On a aussi décliné le type d'intervention par service. Donc, on en a beaucoup en médecine interne, puis un petit peu moins dans les autres services. On les a aussi déclinés en fait, ça, c'était pour les soins critiques parce qu'on ne pouvait pas les séparer dans l'autre graphique. On a le nombre d'interventions du côté médical et du côté chirurgical. Donc, vous l'aurez deviné, comme on en avait beaucoup en médecine interne, on a 60% de nos interventions qui sont du côté médical. Puis, pour les services les plus visités, donc comme on disait, la médecine interne,
Puis, on passe aussi beaucoup dans les services de chirurgie hépatobiliaire et l'urologie. On a fait des graphiques sur la consommation de nos antimicrobiens. Donc, on peut voir que, somme toute, on note une diminution de l'utilisation des antimicrobiens dans les 3 dernières années. Donc, en 2023, ça se décline aussi par trimestre, mais si on compare trimestre par trimestre, somme toute, on est en diminution avec la pente du milieu. On n'a pas les données pour le 4e trimestre parce qu'on est en cours. Puis pour cette consommation-là, on l'a répété aussi pour les carbapénémes, qu'on note également une diminution. Une tendance aussi en diminution pour les carbapénèmes dites élargies, donc comme le ricarbrio, qui est l'imipénème relebactam, et le vabomère, le méropénème vaborbactam. Puis, on a aussi regardé la consommation d'antibiotiques qui ne sont pas commercialisés au Canada. Donc, on a un programme pour accéder à ces antibiotiques-là qu'on appelle le programme d'accès spécial. Puis, on voit qu'en 2025, on a un petit peu moins de demandes qu'en 2024. Même tendance pour les quinolones qu'on observe. Puis, donc, c'était pour ça, pour notre consommation d'antibiotiques au CHUM. Pour ce qui est de nos activités, ben, comme on vous disait, comme je vous parlais des guides thérapeutiques et des outils, on en a élaboré cette année pour la pneumonie, les infections urinaires, les infections intra-abdominales. On a fait des fiches d'information, par exemple, sur les interactions avec le linezolide. On a aussi fait une fiche d'information sur le métronidazole, sur la posologie 2 fois par jour par rapport à 3 fois par jour. Puis, on a des capsules vidéo sur la résistance aux antibiotiques, sur l'usage responsable des antibiotiques. Puis, si on a le temps, on pourrait vous montrer notre page intranet du Kodak. Pour la semaine du bon usage des antibiotiques, cette année, notre thème, c'est le passage de la voie intraveineuse à la voie péros. Le public cible, ce sont tous les professionnels de la santé, les patients et leurs proches, donc un public assez large. En comparaison, l'année passée, notre thème, c'était la résistance aux antibiotiques, puis notre public cible, c'était vraiment les médecins et les infirmières. Donc, pour la semaine du bon usage qu'on fait, on a aussi des affichages sur les fonds d'écran des ordinateurs du centre hospitalier. On a des affichages sur les téléviseurs avec un code QR où on a fait un quiz pour tester les connaissances des gens sur les antibiotiques, puis on faisait tirer des prix par rapport à la suite de ça. Puis sur la page intranet du CHUM, on a déposé un guide sur la transition de la voie intraveineuse vers la voie péros. Pour ce qui est de nos activités, on a fait une présentation au département de microbiologie et d'infectiologie. Puis on a aussi fait une présentation sur la semaine du bon usage des antibiotiques au département de pharmacie. On a présenté aussi les données qu'on vous a présentées aujourd'hui sur le rapport d'activité du Kodak. Donc, l'élaboration du guide, puis le partage de matériel promotionnel. On a des stylos qu'on distribue sur les unités de soins pour sensibiliser les gens à la semaine du bon usage des antibiotiques. Donc, voilà, c'était pour vous montrer nos fonds d'écran avec le code QR et le quiz. Ça, c'est notre matériel promotionnel. Donc, on a les stylos. Le stylo jaune, c'était l'année passée où c'était écrit « Le futur des antibiotiques dépend de toi ». Cette année, on a des stylos orange, puis avec un petit mot qui dit le bon antibiotique, la bonne voie et la bonne durée. On a des macarons et des cartes aussi qu'on peut distribuer. Puis, donc, on voulait aussi vous parler de notre guide de la transition intraveineuse à péros. Donc, on a fait un petit guide en 4 points pour aider les cliniciens à voir quand est-ce qu'ils pourraient considérer la voie péros chez leurs patients. On a aussi fait un algorithme qui est quand même, somme toute, assez simple. Donc, on vise l'amélioration clinique et la stabilité hémodynamique. Si on répond oui à cette question, alors on se demande s'il y a un contrôle du foyer qui est obtenu et applicable. Si le foyer est contrôlé et que le patient est capable d'absorber les antibiotiques par la voie péros, alors, on regarde s'il y a des options orales efficaces disponibles, surtout aussi au niveau de l'absorption et de l'atteinte du site infecté. Puis, si oui, alors on peut considérer le passage vers la voie péros. Pour ce qui est de la biodisponibilité des médicaments, on a aussi élaboré ces tableaux-ci pour voir les équivalents du régime IV à péros et pour voir aussi la biodisponibilité orale et les sites d'absorption des antibiotiques. Donc, un outil pour aider nos cliniciens à faire leur transition.
Puis je vais laisser la parole à Anita. Donc, mon rôle, j'étais pharmacienne clinicienne qui avait bâti le programme d'antibo-gouvernance au CHUM, qui était un prérequis au niveau provincial pour l'agrément des hôpitaux. Puis aussi, on suit les recommandations qui émanaient, par exemple, de la santé publique. Donc, ici, moi, je suis aussi gestionnaire de l'unité d'acquisition, évaluation et information des médicaments. Donc, ici, je vous présente le volet évaluation des médicaments du Kodak. Verina vous a présenté un peu c'est quoi le logiciel d'antibo-gouvernance et l'APSS. On le présente comme projet parce que ça a été quand même un gros défi de convaincre notre direction de faire l'acquisition de ce logiciel-là. Ce logiciel-là permettait de prioriser les patients parce qu'on est, nous sommes un hôpital de 700 lits. Certains hôpitaux aussi ont plusieurs installations. Étant donné qu'on sait que 50% des patients étant admis à l'hôpital vont recevoir à un moment ou à un autre un antibiotique et que ces patients-là n'ont pas tous un mésusage, ça nous permet de cibler selon des algorithmes élaborés, émanant un peu de l'intelligence artificielle, mais d'un autre type, les patients à aller intervenir et ça se traduit par le haut taux d'acceptation, c'est-à-dire qu'on tire juste, c'est-à-dire on ne va pas voir des dossiers pour rien où la conformité n'était pas si grande à ce moment-là. Ça permet aussi de créer les rapports. Ceux que Verina vous a présentés, bien, ça nous permet, à partir de quelques clics, de sortir les données de consommation, ce qui nous permet de faire une bonne reddition de compte. Et aussi, bien, convaincre les gens que nos interventions aident à mieux utiliser les antibiotiques. Anciennement, ce qu'on faisait, c'est on a fait beaucoup de projets d'évaluation. Un petit rappel, l'évaluation, ça permet d'améliorer la pratique, de prendre des décisions, de changer le cours des choses. Donc, par le passé, nous avons fait des évaluations de la qualité de l'acte pharmaceutique en antibiothérapie. Ça nous permettait de voir où cibler nos interventions. En résumé, c'est qu'on prenait plusieurs types d'infections. Les plus populaires, ceux qui sont dans les lignes directrices, là, on dit que les interventions sont plus payantes en pneumonie, en infection de la peau, en infection urinaire, puis on a ajouté l'endocardite, etc. Puis, on a regardé le taux de conformité de nos antibiothérapies, ce qui était quand même, somme toute, pas si pire. Mais ça nous permet aussi de cibler sur quelle unité, sur quel type d'intervention on devrait faire. À cette fin, on avait fait un projet de résidence, un projet de recherche où on utilisait une liste de vérification qui servait d'ordonnance par les pharmaciens pour faire le suivi des antibiothérapies. C'est-à-dire c'était une liste de vérification à la prescription de l'antibiotique qui faisait état de la conformité à la prescription, c'est-à-dire l'indication, la durée, l'ajustement de dose, les interactions. Puis, après ça, il y avait aussi 3-4 jours plus tard, une même ordonnance, et pour le suivi. Puis là, ça mettait plus le focus sur la conversion IV-PERA, sur la désescalade, sachant que la littérature montre que l'utilisation de listes de vérification, c'est un peu comme les ordonnances pré-imprimées où des fois même les médecins ont eux-mêmes leur propre ligne liste de vérification pour être sûr d'avoir passé à travers chacun de leurs systèmes, permettait d'améliorer la pratique et c'est un peu ce que ça a permis comme exercice, c'est de par une série chronologique interrompue avec l'intervention, on a pu mettre en évidence l'amélioration des pratiques d'antibiothérapie. On participe aussi à Global PPS, qui est une initiative européenne et même mondiale. Depuis 2017, nous participons à ce point de prévalence à chaque année ou presque. Je pense l'an passé, le contexte ne s'y prêtait pas, mais à chaque année, nous participons à cet exercice de point de prévalence et ça nous permet aussi de mettre en commun nos données d'utilisation et de consommation d'antibiotiques. Ici, on a publié les données canadiennes, mais les données du CHUM sont aussi dans la plateforme Global PPS, qui est une plateforme mondiale. Autre type d'intervention que nous faisons, une autre intervention payante, c'est l'antibioprophylaxie chirurgicale, qui malgré des lignes directrices assez claires, c'est-à-dire qu'il faut administrer l'antibiotique 30 minutes avant l'incision, choisir la bonne dose et le bon antibiotique qui, somme toute, est relativement simple habituellement, sauf si le patient est en présence d'infection, mais là, on est en présence de traitement. Répéter la dose si la chirurgie est longue ou s'il y a des saignements excessifs, puis ne pas donner une durée excessive, c'est-à-dire on a beaucoup de
médecins qui avaient l'habitude de prescrire des durées d'1 semaine, 3 semaines. Dans la plupart des cas, 24, 48 heures et même une dose est suffisante pour faire l'antibioprophylaxie chirurgicale efficace. Donc, suite à un audit, nous avons eu des mauvaises conformités sur plusieurs points, en fait, sur presque tous les points. Et ça a été constaté dans la plupart des centres hospitaliers universitaires du Québec. Donc, pour soutenir les équipes cliniques, nous allons élaborer des guides avec les équipes, justement, il faut toujours faire les interventions avec les équipes car ça favorise l'adhésion. Donc, on a créé un guide d'antibioprophylaxie chirurgicale avec chacun des types de chirurgie que nous faisons à l'hôpital. Peut-être pas tous, mais les plus grands vendeurs, comme on pourrait dire. Et aussi des soutiens aussi, par exemple, à des opérations de décontamination qu'on essaie de mettre en place, qui est encore difficile aujourd'hui, je vous l'avoue, de pouvoir prévenir une infection au sang, par exemple, c'est-à-dire qu'il faut décontaminer 5 jours avant. Donc, il y a une trajectoire à planifier pour que le patient puisse aller chercher ce qu'il faut 5 jours avant son rendez-vous, qui peut être annulé, déplacé ou urgent. Donc, s'inspirant d'expériences de d'autres hôpitaux, certains Québécois, on a essayé de mettre en place un autre mécanisme pour améliorer la pratique dans l'hôpital. Et celle-ci était une lettre de rétroaction. Puis je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais sachant que vous êtes des gens qui aiment beaucoup la performance, vous êtes perfectionniste et vous aimez aussi être le meilleur de classe. Nous avons élaboré des lettres de rétroaction individualisées sur l'antibioprophylaxie chirurgicale. Donc, c'était complètement confidentiel. Alors, la seule personne qui était au courant de la performance de la personne, c'était le médecin et le pharmacien émetteur de la lettre. Donc, aucun chef de service, aucune direction impliquée là-dedans. Et c'était pour montrer à quel point, dans les dernières semaines, leur chirurgie était conforme aux normes que je vous ai énumérés tout à l'heure, les 4 points, les 4 indicateurs de performance. Donc, pendant 4-5 mois, nous avons envoyé ces bulletins-là à tous les mois aux médecins. C'était les chirurgiens et les anesthésistes, respectivement, à leur responsabilité. Et la conformité se basait sur les guides que nous avions élaborés avec les équipes. Donc, c'était des guides qui étaient relativement consensuels. Grâce à ce genre de démarche, les gens ont pris conscience un peu de leur pratique, parce que quand on faisait des tournées sur nos audits, les gens n'étaient pas tout le temps conscients si eux étaient performants ou non. Et ça a permis, de recevoir beaucoup d'appels sur pourquoi j'ai pas été performant. Donc, on a pu ajuster les messages, sachant que parfois, les courriels de sensibilisation ou la diffusion des guides, des fois, les gens reçoivent beaucoup de messages, donc les messages se perdent. Mais là, les gens qui n'étaient pas performants nous téléphonaient pour avoir une rétroaction. Puis parfois aussi, nous amener des points intéressants pour ajuster nos guides. Et ça a permis d'améliorer la conformité de l'antibioprophylaxie chirurgicale de façon globale. On a aussi fait une évaluation qualitative sur le pourquoi, parce que c'est quand même des concepts simples qui n'étaient pas appliqués. Donc, on a pu aussi s'ajuster dans la façon qu'on diffuse les messages ou la façon qu'on peut convaincre les gens d'adhérer à ces normes-là. Par exemple, sur la perception de l'antibioprophylaxie chirurgicale, la perception des lignes directrices. On a mis en évidence des problèmes de chaîne de travail. Puis, on sait aussi que l'autonomie professionnelle, parfois, joue beaucoup sur la réticence des cliniciens à appliquer des lignes directrices, par exemple la tolérance au risque ou un standard de pratique qu'ils ont eu depuis plusieurs années. Donc, ça nous permettait de voir quelles dimensions utiliser pour négocier avec les cliniciens et aussi les convaincre de suivre les lignes directrices. Donc, si vous voulez les détails, le projet a été publié. Puis, le but de faire ce genre d'exercice-là, c'est de pas de le faire une fois, mais de faire ce qu'on appelle des boucles de rétroaction ou de l'amélioration continue. Donc, en 2024, on a pris un secteur de chirurgie qui n'était pas très performant pour voir en dedans de 4 ans tout le travail qu'on a fait avec eux, revoir les guides avec eux, refaire de la sensibilisation, des discussions d'équipe sur les dimensions que je vous ai dévoilées, pour voir si il y a
ça a instauré un changement, puis c'était un secteur en orthopédie là, qui avait une conformité de 48% globalement. Et puis, on voulait voir si on pourrait se rendre à 75-80% de conformité. Pourquoi on a mis 75-80? Oui, on vise 100%, mais aussi, quand on veut motiver les équipes, c'est d'établir des cibles qui sont réalistes à atteindre. Ainsi, en refaisant l'exercice, on a pu, grâce à nos audits, voir qu'on a augmenté la conformité du double. Donc, c'était une bonne nouvelle. Et pour l'équipe, donc le but de faire des activités d'antiviolence, c'est pas juste de faire la police, c'est-à-dire de reprocher, mais aussi de faire du renforcement positif. Autre activité qu'on fait, c'est qu'on participe aussi au désétiquetage des allergies aux antibiotiques. C'est avec l'équipe de soins infirmiers. Il y a beaucoup de publications qui montrent que le mésusage vient aussi des allergies mal documentées, c'est-à-dire combien de personnes disent qu'ils sont allergiques aux pénicillines quand ils ont eu seulement des boutons ou ont eu mal au cœur, quand finalement c'était juste un événement dans l'enfance mal documenté. Donc, surtout périopératoire, il y a une équipe de soins infirmiers qui est accompagnée par notre équipe d'antigouvernance et qui utilise aussi notre logiciel, qui questionne plus exhaustivement les patients pour pouvoir désétiqueter les fausses allergies aux antibiotiques, ce qui nous permet d'utiliser des spectres plus étroits pour l'antibioprophylaxie périopératoire. Autre petite activité qu'on fait avec, par exemple, une résidente en microbiologie, c'est on a essayé aussi de faire de l'analyse qualitative sur le mésusage. On a essayé de faire une étude sur, là c'est un peu brouillé, là, mais sur la corrélation entre la connaissance et la confiance des prescripteurs en lien avec les antibiotiques. Donc, on faisait un mini-test, puis après ça, on faisait aussi un test de confiance sur leur capacité de prescrire, ce qui nous met en évidence des fois des convergences et des divergences par rapport à l'auto-évaluation de la confiance et des connaissances. C'est un peu un résumé de ce qu'on fait, mais on essaie de trouver des nouveaux projets à chaque année. Donc, je vous laisse passer aux questions. Là. C'est un bref survol, peut-être un peu rapide, étant donné qu'on avait peur de manquer de temps. Donc, nous sommes très ouvertes aux questions. Si jamais on n'arrive pas à y répondre, on peut après ça, acheminer les réponses ultérieurement. Merci beaucoup pour votre invitation. On les entend pas. Un grand merci pour votre partage d'expérience. C'était très enrichissant, très intéressant. On va peut-être laisser la parole à la salle si des questions ont émergé de vos présentations. Moi, j'avais une question. Je me demandais combien de pharmaciens vous êtes du coup sur cette activité? C'est un pharmacien à temps complet. Comme aujourd'hui, c'est Verina qui est en antigouvernance, mais on est une équipe de 5 pharmaciens en tout en rotation. Et je fais une parenthèse en attendant la prochaine question. Là. Nous recevons souvent des étudiants européens en pharmacie pour venir faire des stages chez nous de 6 mois, 1 an. Parfois, ils font même leur thèse avec nous. Donc, si vous avez des bons étudiants, c'est une invitation que je lance à nous contacter. OK. Et vous avez combien de médecins infectiologues avec vous dans l'équipe, du coup? Pour la rotation, on a un infectiologue qui est comme en corps de travail pour l'antibiogouvernance, mais toute l'équipe d'infectiologues s'implique en antigouvernance en rotation. C'est-à-dire ça fait partie de leur tâche. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Juste un moment, vous avez parlé, mais très rapidement, des antibiotiques qui n'étaient pas disponibles sur le marché canadien. J'ai cru comprendre quelque chose comme ça. Et ça représentait quand même pas mal de cas. Et
C'est quoi comme cas, en fait, du coup, parce que nous, on n'a pas trop ça. Peux-tu répondre? En fait, c'est souvent des cas de résistance, mais des résistances qui ne répondent pas aux antibiotiques que nous, on a ici. Mais parmi ces antibiotiques, il y en a qui sont disponibles en Europe, je crois. Mais des fois, c'est juste des questions de commercialisation. Si la compagnie, elle s'est pas présentée sur le marché canadien, puis ça n'a pas été commercialisé ici, nous, on n'y aura pas accès via le circuit du médicament standard. Le programme d'accès, c'est pour avoir accès à des médicaments qui ne sont pas sur le marché canadien. Souvent, notre marché est plus restreint. On a moins de résistance qu'aux États-Unis, donc on n'a pas les mêmes antibiotiques que sur le marché américain. Si vous voulez savoir quels patients sont souvent concernés par ces demandes, nous, on a un centre de transplantation. Donc, on a beaucoup de patients immunodéprimés, greffés pulmonaires qui ont des pneumonies, qui reçoivent des antibiotiques à répétition. On a aussi... on est aussi le centre de référence des grands brûlés. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une autre patientèle qui ont beaucoup de résistance. Dû à leur hospitalisation prolongée. Puis, on a aussi les infections chroniques qui sont somme toute beaucoup améliorées, mais qui ont quand même un certain besoin en antibiotiques en lien avec l'antibiorésistance. Puis il y a aussi les vieux antibiotiques qui sont retirés du marché. Là, je parle de l'albendazole, les antiparasitiques, tout ça, là, ça aussi, il y a une demande. Là, la flucytosine, c'est pas sur le marché canadien. Ça, comme antifongique, c'est des médicaments qu'on utilise encore, mais qui ne sont pas sur le marché. La logique derrière ça, c'est que s'il n'y a pas un marché attrayant monétairement, la compagnie, elle ne va pas commercialiser, mais elle peut nous donner accès par un programme d'accès à ces antibiotiques, à ces antimicrobiens-là, parce que ce n'est pas juste des antibiotiques. J'ai deux questions, une courte. La prise en charge des médicaments, ceux que vous avez du coup, pas ceux qui viennent de l'extérieur, si elle est prise en charge à 100%. Et la deuxième, c'est tout à l'heure quand vous parliez de l'évaluation et que quand les gens, ceux qui n'étaient pas à 100%, vous contactez pour s'améliorer. Donc, dans votre pratique, dans votre pays, quand vous faites de l'évaluation, les gens vraiment ont envie de s'améliorer et ils sont très motivés pour être à 100%. Enfin, je sais pas, c'est une... Oui, non, je comprends. Ben, pour ce qui est de la prise en charge, je ne sais pas si je vais bien répondre à votre question, mais nous, on est un système public comme vous, mais c'est un seul payeur, c'est notre gouvernement, c'est le ministère de la Santé. Donc, on a une liste déjà préétablie par l'État des médicaments dont les antibiotiques sont couverts par notre régime public. La plupart des antibiotiques sont couverts, sauf ceux qui viennent d'arriver sur le marché et qui sont en cours d'évaluation par l'INES, qui est notre organisme d'expertise pour évaluer les médicaments. Certaines fois, l'INES va émettre une recommandation pour que le médicament soit sur notre liste, mais avec des critères. Donc, on doit évaluer si les patients pour lesquels le médicament est prescrit répond aux critères. Souvent, c'est des critères de désescalade. Il faut que les options moins dispendieuses et moins larges soient déjà applicables aux patients et après ça, on peut passer à l'étape suivante. Donc, ça, c'est notre régime à nous. Puis, l'hôpital, à ce moment-là, est tenu de fournir les médicaments qui sont à la liste des médicaments provinciaux. Pour ce qui est de votre deuxième question, peut-être que Verena pourra compléter pour moi, mais oui, ça n'a pas été facile à l'implantation parce que j'étais des pharmaciens qui avaient implanté le programme au départ. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas être vu comme une police de l'antibiothérapie. Donc, c'est pour ça qu'au départ, oui, il y a eu des questionnements quand on intervenait. Les gens, ils se sentaient un peu remis en question, mais tout est dans la façon d'intervenir. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'activités de sensibilisation sur le rôle. On veut aussi, c'est pour ça qu'il faut un rapport d'activité, c'est-à-dire montrer que nos interventions aident chaque service à mieux utiliser ces antibiotiques. Montrer l'état des lieux de la résistance bactérienne aussi, parce qu'on n'est pas dans une situation aussi alarmante, par exemple, que nos voisins du Sud, fait que souvent les gens ne se sentent pas concernés. Questionner les raisons pour lesquelles les lignes directrices ne sont pas répondues, ça permet de travailler avec les équipes pour
mieux expliquer la littérature derrière les lignes directrices à respecter. Puis, justement, avec des façons plus qualitatives, ça nous permet de voir quelle approche prendre avec les équipes cliniques. Puis, le programme a plus de 10 ans, fait qu'elle a atteint une certaine maturité, une certaine acceptation. Donc, culturellement, le programme est bien accepté en général dans l'hôpital. Puis c'est pour ça que dans les critères du CDC, ou pour ce qui en reste du CDC, si je veux faire la blague, là, mais le soutien institutionnel est super important. Il ne faut pas que ça soit juste de dire aux pharmaciens, aux infectiologues, faites un peu d'antibiogouvernance. C'est qu'il faut que l'hôpital mette ça dans ses priorités organisationnelles et se dise, nous, on soutient les activités d'antibiogouvernance. Parce qu'on veut pas de résistance bactérienne, parce qu'on veut moins d'effets indésirables, parce qu'on veut réduire les coûts, parce qu'on veut optimiser l'hospitalisation des patients. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est dans les critères d'agrément des hôpitaux. Anciennement, par exemple, c'est dans les listes de priorités de Barack Obama en lien avec les enjeux de santé publique. Donc, c'est pour ça que avec un soutien institutionnel, de l'expertise, de l'éducation, on arrive à tous converger vers un objectif commun. Verena peut plus vous parler de la collaboration au quotidien dans les interventions. Oui, bien, comme Anita mentionne, c'est vraiment par l'éducation, puis vraiment par la manière d'approcher aussi nos prescripteurs. C'est pour ça que quand on fait nos interventions sur les unités de soins, on essaye le plus possible d'aller discuter avec l'équipe traitante. Donc, c'est cette discussion, c'est cet échange-là qui permet d'arriver à documenter puis à faire nos interventions. Puis, comme Verena parlait dans sa présentation, là, on ne fait pas juste des notes pour corriger une antibiothérapie, mais pour dire qu'on est d'accord aussi. Donc, ça permet aussi de faire du renforcement positif. Les professionnels de la santé, c'est des gens qui veulent traiter les patients comme il faut. Fait qu'en général, c'est de tous converger vers le même objectif. C'est de montrer que c'est ça qu'on recherche. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est parfait. Moi, j'ai une petite question. Là, votre équipe et votre projet, de ce que je comprends, c'est un projet plutôt local sur votre hôpital, mais est-ce que ça rentre dans le cadre d'une politique nationale de promulgation du bon usage des antibiotiques? Oui, avec Agrément Canada, c'est maintenant un prérequis que tous les centres hospitaliers aient un programme d'antibiogouvernance avec une structure, c'est-à-dire inclus idéalement dans le comité de pharmacologie. Dans notre association des pharmaciens d'hôpitaux, on a un regroupement expert en infectiologie qui permet de mettre en commun nos activités, nos outils. Et un jour, quand on va réussir à bien informatiser nos données dans notre système de santé, on pourra mettre en commun aussi nos données de résistance, de consommation. Là, pour l'instant, c'est l'Institut national de santé publique qui arrive à chercher certaines données, mais idéalement, le data nous permet de mieux orienter nos façons de faire. Donc, oui, il y a une orientation provinciale et même nationale en lien avec l'antibiogouvernance. Donc, si je peux me permettre, l'antibiogouvernance, c'est un programme qui est présent dans tous les hôpitaux. Par contre, la manière d'exercer cette antibiogouvernance est différente d'un hôpital à l'autre. Donc, nous, je pense que dans la province, on est le seul centre hospitalier qui fait vraiment une équipe entre pharmacien et infectiologue. La plupart des autres centres, c'est le pharmacien qui fait l'antibiogouvernance. Avec l'équipe d'infection en support, mais pas dans le quotidien. Pas en tournée. S'il vous plaît, votre logiciel, il est développé au CHUM ou c'est un organisme extérieur à l'hôpital? C'est développé initialement à l'Université de Sherbrooke. C'est un microbiologiste infectiologue de l'Université de Sherbrooke, au CHU de Sherbrooke, avec un doctorat en informatique qui avait développé ça. Puis nous, on a participé à la preuve de concept du produit dans un centre hospitalier universitaire à plus grande échelle dans les dernières années. Puis maintenant, on l'a acheté. Là, et je pense qu'ils ont pied à terre en Europe. Donc,
Je pourrais vous partager les coordonnées de... Maintenant, ils sont même achetés par Biomérieux, là, mais je pourrais vous donner les coordonnées des administrateurs au besoin. C'est un échec qu'on apprécie beaucoup. Là. On a reçu aucun privilège de leur part, là, puis on apprécie beaucoup l'outil. On en a essayé un autre qui ne marchait pas bien, mais celui-ci, on apprécie beaucoup. Ils sont très adaptables au milieu. Comme le niveau de priorité des alertes, c'est nous qui les décidons. Fait que si pendant 6 mois, on trouve qu'il y a un problème particulier ou une priorisation quelconque, on pourrait changer le niveau de priorité de nos alertes. Les algorithmes sont aussi adaptés à nos guides locaux. Puis l'équipe est très réactive aussi à nous assister dans la compréhension du logiciel parce que nous sommes cliniciens et non informaticiens. Bon, bah, un grand merci à vous. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Ah, si, une dernière question. Un très très grand merci pour cette très très belle présentation. Et j'avais une question pour comment ça s'organise le conseil en antibiothérapie avec les médecins qui ne travaillent pas à l'hôpital? Quelle est votre organisation? Un médecin traitant, un médecin généraliste qui travaille par exemple en libéral en ville? Une très bonne question. En fait, c'est un champ qui est encore à défricher, je dirais. J'ai fait un projet de recherche là-dessus parce qu'on sait que dans notre province, 90% des antibiotiques sont prescrits, utilisés à l'extérieur de l'hôpital. Nous, on a des organismes, je dirais pas provinciaux, mais régionaux qui s'appellent le CRSP, qui s'attaquent à certains points, mais pas de façon si globale en raison du manque de données mises en commun pour savoir comment s'y attaquer. Puis les pharmacies sont privées à ce moment-là. Les initiatives sont un peu faites par groupuscules. Donc, j'avais fait un projet pour voir quelles sont les barrières et à l'implantation de l'antibiovalence en communautaire. Puis c'est un peu ça, c'est le fait que les choses ne sont pas reliées, il manque de données, il manque de temps pour intervenir spécifiquement. Puis l'antibiovalence, c'est des interventions de type un peu global. Et dans la chaîne de travail présentement des pharmacies privées, c'est beaucoup du cas par cas. Tu sais, le patient se présente, il reçoit un antibiotique, puis on ne peut pas vraiment voir c'est quoi le vrai portrait de l'utilisation des antibiotiques dans la région, dans la clinique médicale à laquelle on est relié. Donc, ça serait en fait, c'est un angle mort extrêmement important dont je n'ai pas la réponse présentement. Merci beaucoup, Anita et Verena. C'est Astrid. Alors, je ne sais pas si vous nous voyez. Merci encore pour cette présentation. Alors, moi, j'ai la lourde tâche de conclure finalement cette journée. Moi, j'ai eu la chance de faire ma mobilité au sein du CHU, mais j'avais été avec l'équipe du Kodak pendant un petit mois. Et c'est vrai que c'était passionnant, c'était vraiment très intéressant. Alors, il faut savoir qu'il y a grande quantité, il faudrait que vous me redisiez, vous étiez combien de pharmaciens en pharmacie vraiment clinique, en soins pharmaceutiques par rapport à nous? Il y a 700 lits au CHUM. Dans le département complet, nous sommes 80 cliniciens. Voilà. 80 quelques, puis une dizaine de gestionnaires, là. Donc, une centaine de 80 pharmaciens pour 700 patients. Oui. Voilà. On couvre à peu près 50% des lits, point de vue clinique. Puis ça, je ne compte pas le Kodak qui est transversal, je dirais. Là. Voilà, une unité très transversale qui se rajoute aux pharmaciens qui sont extrêmement présents dans les services. Donc, vous voyez un peu l'implication et la collaboration des médecins et des pharmaciens qui est extrêmement intéressante. Et moi, la grosse différence que moi j'ai pu voir, c'est que, alors, nous, on a une très, très grande chance aussi en France, c'est qu'on a une diversité de professions. Vous voyez, l'infectiologue est également microbiologiste. Alors, si je ne me trompe pas, mais c'est vrai que c'était les microbiologistes qui validaient les émocs, donc qui faisaient double travail. Donc, c'est vrai que sur ça, on a de la chance. On a nos biologistes également. Et puis, les pharmaciens, ils n'ont pas les biologistes aussi sur tout ce qui est pharmacocinétique. Donc, c'était aussi les pharmaciens qui avaient cette casquette-là. Donc, grosse activité quand même. Et puis, nous, c'est vrai qu'on a cette diversité des activités qui sont très, très intéressantes par notre panel de professions qu'on a à l'hôpital. Donc, c'est quand même super d'avoir beaucoup d'arcasson, enfin, on va dire je trouve plus mes mots.
voilà, de compétences, mais le fait d'avoir beaucoup de professionnels de santé différents, c'est aussi extrêmement enrichissant. Donc voilà, il y a des avantages de tous les côtés, mais c'est vrai que merci encore pour votre accueil. Alors, ça fait 1 an que je suis rentrée, donc maintenant, j'ai perdu l'accent. Mais merci encore pour votre intervention et bah, au plaisir de vous revoir. Peut-être là-bas, où vous viendrez nous voir. Enchantée. Merci pour l'invitation. De rien, merci beaucoup, merci à vous. Ben, merci à tous d'être venus pour cette journée. On espère que ça vous a intéressé. On a essayé de faire un programme diversifié qui s'adressait à tous et on essaiera de faire aussi bien, voire encore mieux l'année prochaine. Donc, merci.